Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch Thunder France, c'est Pierre qui vous parle et je suis bien entendu le plus heureux de vous retrouver ce soir après une soirée de fête à OKC. Oui, messieurs, dames, vous êtes dans un live qui est first seed à l'ouest. Oui, messieurs, dames, vous pouvez le dire dans le chat, ça flex, on va flexer un petit peu. C'est la seule fois où on va flexer presque du podcast et tout, donc on en profite un petit peu. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent pour la première fois, etc. Il y en a déjà pas mal. Mais voilà, on est très content ce soir. Et même l'aigri originel de la fanbase, Constant doit être content. Comment ça va, Constant? Comment ça, les grilles originelles? Ah ouais. Ah, si, si. Les grilles originales, non, moi je suis satisfait. Non, non. Ah, et en plus, les grilles originelles, quand je vois certaines takes sur les adversaires du Thunder en playoff, plus loin d'être aigri, je suis plutôt optimiste, hein. Non, je suis satisfait sans exulter. Voilà, c'est bien d'être first seed, mais ça veut rien dire si tu te fais sortir par les Pels ou les Lakers au premier tour. Donc, c'est très satisfaisant, mais c'est qu'une partie du choix. Oui, on est très content. Et on est avec Tom. Comment ça va, Tom? Tout va bien, on est sur le live de la meilleure équipe de la meilleure conférence de la ligue. Ah bah ça, oui. Alors, C'est meilleure bon. équipe. Ah, on est là, au bilan, on est Équipe la avec meilleure le équipe. meilleur bilan. La meilleure équipe, ça reste à débattre. On est premier, pour moi le premier c'est la meilleure équipe. Donc flexons un petit peu pendant une semaine avant les joutes de playoff Oui, où on va se dans une chier semaine, on dessus. sera plus la meilleure équipe, peut-être, donc autant. Ah, quand ce sera les Lakers au premier tour, là, coup dur, hein. Ah, j'ai hâte là, de jouer Anthony Davis là. Ramenez-le nous, hein. Ramenez-nous qui vous voulez là. C'est important de flex, là faut se mettre en mode playoff les gars. Euh, Après, enfin, c'est. En vrai, enfin, non, mais très rapidement, parce qu'on va Oui, pas non plus en vrai, débattre de j'allais ce dire, match. avant de passer à l'épisode, on va quand même parler vite fait de ce Voilà. first seed, on est obligé, bien entendu. Vas-y. Ok, ici est le grand gagnant de cette dernière soirée de régulière. À l'ouest, hein. Ok, ici est le grand gagnant de la dernière soirée de régulière, parce que finalement, bah déjà, tu as le first seed qui est lock, et pourtant, Dieu sait que je pense que tout le monde avait un peu abandonné l'idée de finir first seed là, après la série de défaites de 3 matchs, là où tu fais Hmm. Philly, Boston et Indiana. Et en fait, tu finis sur 5 victoires de suite avec Denver qui paume complètement face aux Spurs, mais t'es vraiment gagnant dans le sens où déjà tu as le first seed, tu n'es pas dans la partie de tableau de Denver, ce qui aurait pu être le cas potentiellement si Denver avait décidé de lâcher et si les Wolves avaient remporté leur match. Tu n'es pas dans la partie de tableau de Phoenix non plus, Phoenix qui est quand même une match-up très difficile. Et au lieu d'avoir Phoenix Lakers au premier tour du play-in, tu as un Pels Lakers, on a vu le résultat du Pels Lakers, donc tu as peut-être une éventualité que les Lakers se retrouvent de l'autre côté aussi. Et du coup, tu te retrouves avec un huitième spot qui peut jouer entre les Pels, les Warriors et les Kings. Donc, si Phoenix et OKC sont les grands gagnants de cette dernière soirée, je pense que les Pels et Minnesota sont un peu les deux grands perdants. Les Pels et Minnesota, ouais. Puis l'ascendant psychologique là, de Phoenix sur Minnesota qui viennent de les ouvrir à domicile. Mais ouais, je suis d'accord Mhm. avec toi. Après, à voir comment se déroule le play-in, si tout se passe bien, niveau blessure, niveau plein de choses. Voilà, on verra ce que ça donne et le tirage, ce qu'il donne. Mais tu vois, quand j'en parlais avec toi, Constant, pour les Knicks, j'étais un peu deg. Mais j'espère que le fait d'être compétitif soit. C'est que du destin, mais soit valorisé par le destin, quoi. Tu vois, que le fait de ne pas avoir lâché la saison, de ne pas avoir calculé, et je donne l'exemple des Knicks aussi, que ça soit à leur avantage, tu vois. Donc j'espère que ça sera le cas aussi pour nous, bien qu'à l'Ouest ça n'a pas trop calculé, hein, honnêtement, hein. À On a vu, hein. Part Dallas à la fin, qui avait pas besoin de, mais qui c'était normal. Mais j'ose espérer que le fait d'avoir été compétitif toute la saison nous avantage, nous donne un avantage, voilà. Souvent les équipes qui calculent elles ont un peu peur aussi, hein. C'est ça. Faut un peu qu'à calculotte quoi. C'est vrai. On va pas parler de l'équipe dans l'Ouest. Attention, hein. Attention à pas se faire punir par ça. Non mais ça va être cool. Le play-in va être sympa en plus, donc on va suivre ça avec attention. Ouais. Et Disons que ce qui est bien, c'est que ce live a une durée de vie qui va être un peu plus longue du fait que OKC est first seed que si OKC avait été troisième, parce que sinon la preview elle serait sortie plus tôt. Là pour le coup ça va être une preview express, pour le coup il faudra se ruer dessus quand elle va sortir. Mais oui, sinon voilà, très content. C'est quand même le deuxième plus grand total de victoires. Non, troisième, oh, je sais plus. Deuxième à deuxième. égalité, plus grand total de Non, victoires, attends, ouais. À c'est deuxième égalité. fois qu'on finit premier de conférence. L'équipe la plus jeune de Ouais, l'histoire il y a a les gagné la 60 wins quand on conférence. fait le premier. Mais 2014, je crois, on Euh, en gagne 58 et pas Ça doit être 55. la Il me troisième, semble ouais. que c'est ça. Ça doit être la troisième. Donc voilà, saison extraordinaire. Saison extraordinaire, inimaginable. Franchement, Non. Ah non, non, vous incroyable. pouvez Oh là, réécouter c'est nos au-dessus des previews. attentes. On pouvait réécouter notre preview de il y a maintenant bien longtemps. Je pense que vous rigolerez, hein, Constant et moi, on était en mode on sait pas si on va gagner J'avais plus dit de dixième. matchs. Ouais,
On sait pas si on va gagner plus de matchs, à voir, etc. Après, peut-être qu'on peut se qualifier direct en playoff. Peut-être qu'on aura l'avantage du terrain. Ouais, bah en fait, y a Est-ce qu'OKC est une vraie top team? ouais, oui, ouais, ouais. Bah typiquement au bout de 15 matchs, 25 matchs, on avait fait ça. Ouais, ouais. Donc Ouais, 20 matchs, je crois. Juste après le tir de chez face à Denver, un tir qui aujourd'hui a quand même des conséquences assez colossales dans la conférence Ouest. vaut je ne sais combien. Ouais. Donc non. Donc très content. J'en profite pour souligner l'arrivée de nouveau et pour souligner le fait qu'on ait l'animation qui marche. Je l'ai enfin vu en direct sur mon truc de suivi. Donc l'animation pour les suivis marche. Donc c'est pour ça que je voulais juste le souligner. Mais, euh, mais voilà, bon, on aura le temps, on aura l'occasion de revenir sur toute la saison une fois les playoffs terminés. C'est là qu'on aura besoin de prendre du recul. Bon, sauf si on est titré, hein. Là, il n'y aura pas de recul, voilà. Mais on aura Non, sûrement besoin non, de prendre du recul. Là, on pourra revoir toute la saison dans l'ensemble et en parler à ce moment-là. Mais avant de se plonger en mode playoff, et comme l'a dit Constant, de parler preview, bon, qui sortira du coup assez tardivement, parce qu'on va attendre que le huitième soit désigné. On voulait quand même revenir un peu sur la régulière et revenir un petit peu sur la saison de chaque joueur de manière individuelle avec, comme d'habitude, un petit barème de notation qu'on va délivrer à chacun. On avait fait ça au bout de 20 matchs, si je ne me trompe pas, avec Tom et Charles Ellie à l'époque. Là, on revient là-dessus. Bon, on va être honnête, juste pour commencer, les notes vont globalement être assez positives. Quand tu finis premier de l'Ouest, c'est que globalement ta saison s'est bien passée pour la majorité de tes joueurs. J'imagine. T'inquiète. Elles seront hautes. Il y a des notes qui vont monter, hein. Il y a des Donc, anomalies, hein. Ouais. oui. Tu vois, il y a des bons élèves, mais il y a toujours quelques cancres qui traînent un petit peu au fond de la classe, hein. Non, mais on va dire que genre là, c'est les notes du contrôle continu. Et après, les playoffs, c'est les examens de fin d'année. On note le contrôle C'est continu et bien. après, on fera le retour quand il y aura le baccalauréat là, ou les partiels. C'est une belle analogie. Non, c'est bien. C'est bien. Et pour une fois, ça va un peu faire râler, j'ai décidé de le faire par ordre alphabétique pour éviter qu'on ait toujours le même ordre et qu'on commence toujours par le même joueur. Comme à chaque fois, comme à chaque épisode qu'on commençait par chez. Cette fois, on le fait par ordre alphabétique des noms, j'entends. Donc, tous les Williams seront à la fin, concrètement, hein, si vous avez vite compris le fonctionnement. Et du coup, le premier par ordre alphabétique, si on se lance là-dedans, c'est Lou Dort. C'est Lou Dort que j'espère que vous allez lui mettre une bonne note. Et je vais te laisser commencer, Tom. Quelle note tu lui as mis? Alors, Ludort, je lui ai mis 12 au bout de 20 matchs. J'ai décidé de monter d'un point, de lui mettre 13 sur cette saison. Pour moi, 13, c'est une saison très satisfaisante. Pas une saison exceptionnelle, mais c'est une saison très satisfaisante. Parce que Lugensdorf, on avait des doutes en début de saison sur sa capacité à être un joueur de rotation utile et efficace des deux côtés du terrain. Alors défensivement, on a eu du bien et du moins bien. Off-ball, Dort, il y a des fois des choses où ça coince, mais globalement, c'est quand même un gros point fort défensivement, notamment sur le point of attack. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas grand-chose qui change, je trouve, par rapport à Lugensdort. Et c'est d'ailleurs un joueur qui, je pense, va être très important pour des joutes de playoff, parce que en playoff, défendre un point of attack très talentueux offensivement, c'est important. Et donc Lugensdort, c'est typiquement un genre de profil dont tu as besoin dans des séries de playoffs. Là où la question se posait, c'était offensivement. Là où les années précédentes, il manquait d'efficacité. Cette année, il a répondu présent. Lugensdort, il a 39% à 3 points. Il fait 5 tentatives par match. La plupart de ses tirs, c'est des 3 points en spot-up. Et il a compris le rôle qu'il devait avoir dans une équipe qui gagne des matchs. Donc si OKC est premier de conférence cette année, c'est grâce à beaucoup de facteurs, notamment le fait que Lugensdort a épuré son jeu et a su se fondre dans le moule d'un... Pour moi, c'est plutôt un cinquième titulaire dans le calibre de joueur. Mais il a su s'adapter à ce rôle-là et du coup, c'est une saison très satisfaisante de Lugensdort qui voilà, a progressé et a su épurer son jeu et donc de devenir le role player qu'on voulait qu'il devienne. C'est-à-dire un mec qui soit positif des deux côtés du terrain. Donc moi, très satisfait avec un 13. Je sais pas pour vous, mais... Ouais, petit aparté, le son Crazy, on passe par Discord quand on est nombreux, donc on va essayer de corriger ça, mais c'est assez compliqué, la qualité est moindre avec Discord, c'est un peu plus compliqué que par les canaux par lesquels on passe d'habitude à deux. Et avant de laisser la parole Constant, je m'étais noté en gros sur mes notes
de parler des critères de notation. Et comme à chaque fois, je ne le Ah fais ouais. jamais. Je ne le fais jamais. Mais Tom a très bien expliqué sa note. Mais je pense que globalement, et on aura un peu chacun nos critères, mais il y a un truc qui va se rassembler, c'est peut-être une réponse aux attentes déjà par rapport à ce qu'on avait en début de saison. Et peut-être une progression aussi par rapport à l'année dernière. Moi, c'est ce qui va être pris en compte. Et là, dans une équipe qui maintenant est très compétitive, c'est que tu trouves ton rôle efficacement. Pour moi, ça va être un truc assez important. Donc ça va revenir pour certains qui auront une note un peu plus négative que les autres. Ça sera un gros point d'interrogation. Mais vas-y, je vais te laisser continuer, Constant, sur Lou Dort. Et bon, désolé pour le son, j'espère que ça va se corriger. Ouais, non, moi j'ai mis 13. Très rapidement, au niveau des attentes, moi j'ai pas noté, donc c'est bien comme ça, je peux pas comparer avec ce que j'avais mis au bout de 20 matchs, mais après je trouve que c'est satisfaisant, je trouve que défensivement c'est toujours l'un des joueurs qui a la plus grosse charge défensive de toute la ligue, donc il faut valoriser ce point de vue-là. La défense extérieure du Thunder serait pas aussi bonne et Shea aurait pas autant de deflection et d'interceptions s'il n'y avait pas Ludor pour défendre sur le point of attack. Même si je trouve qu'il y a eu quelques. Je l'ai trouvé moins rayonnant, moins régnant, on va dire, cette année que les précédentes années. Après, en attaque, c'est devenu un joueur très utile qui a rentré ses 3 points, qui a un tout petit peu amélioré sa finition près du cercle. Quelques situations de playmaking, quelques situations de lecture sur drive où c'était intéressant. Non, je mettrais, c'est satisfaisant. On va voir ce que ça va donner en playoff. Toujours pas spécialement confiant sur le profil de Lugensdort en playoff, on va dire, mais sur la saison régulière, très, très satisfaisant. Ouais, je suis un chouïa plus haut que vous. Je lui ai mis 14 et je comparais avec. Je lui ai mis 14 et demi. Et je comparerai ensuite avec les autres role-players un petit peu que j'ai dans ma liste en fait sur le classement global. Pourquoi je lui ai mis un petit peu plus que vous, mais vous avez très bien expliqué sa saison plus que correcte à Lou Dort. Moi, le gros point pour lui dans mes attentes, c'était un peu plus de régularité au tir. Et ça, je trouve qu'il y a plutôt bien répondu. Il y a vraiment un mois où il passe à côté, si on regarde les splits un petit peu. Et un mois où il y a des matchs où il a 0 sur 6, 0 sur 5, etc. Mais dans la globalité de la saison, son pourcentage a augmenté, de plus en plus régulier, de plus en plus en confiance, de plus en plus même pour le coup un peu plus défendu maintenant. Enfin, tu vois que ça commence de faire un peu plus de close-out sur lui. Et un gros point quand même. Je vais même pas parler de défense avec Lou Dort parce qu'on est habitué maintenant. Et il a de moins en moins le profil defensive first team ou autre. Mais il est toujours aussi important et efficace. Et par contre, le point où je suis un peu plus serein qu'avant, c'est au cercle. Un truc qu'on débattait, je pense, tous les épisodes avec Constant il y a de ça un an. Et sans être un grand joueur, t'es un peu moins en panique dès qu'il pose la balle et dès qu'il doit aller mettre un double pas concrètement. Et c'est quand même une petite avancée pour Lou Dort. À voir si ça se confirme en playoff. Il a toujours été au rendez-vous, lui, dans les grands moments. C'est pas le joueur qui m'inquiète le plus dans les prochaines semaines, si je peux dire. Mais effectivement, comme l'a dit Tom, selon le match-up, mais même globalement, il aura une importance majeure défensivement et un petit peu offensivement pour atteindre Lou Dort qui met dedans. C'est jamais la même équipe à jouer, quoi. Oui, après, il est quand même qu'à 57% sur ses tirs près du cercle, hein. C'est Ah encore oui, dans le 21e je centile je- au niveau je t'ai dit des qu'il était tirs. en progrès, je t'ai pas dit qu'il était sûr. Je t'ai dit que déjà on est un peu plus serein. Mais Euh, l'année dernière, c'était le plus ah, nul, mais non? C'était le plus nul. non, il était à 49%, il était dans le 6e centile, Ah, donc il a donc il a progressé progressé quand de même. 15 centiles, c'est déjà pas. Il y a quand même 80% des ailiers qui font mieux que lui. Mais après, non, non, je suis d'accord. Mais on va dire que sur les match-ups défensives, c'est plus en prévision de la match-up en demi-finale de conf si tu venais à passer un tour. Parce que si tu vois les profils, si c'est Zion, si c'est LeBron ou si c'est Eddie, c'est pas là où il sera le plus impactant au niveau des match-up Ouais. défensifs. Dans le sens où Lou Dort, il est intéressant en prévision de ce qui va se passer en demi de conférence. Si tu attends Dallas avec Luka, si tu attends les Clippers avec Kawhi, avec Paul George, plus qu'au premier tour, ou hormis si c'est les Kings ou si c'est les Warriors. Et encore, je suis pas spécialement rassuré sur ces deux match-up là. Si c'est les Pels avec Zion, ce sera pas lui, peut-être sur Ingram. Mais si c'est les Lakers, bah, ça va être moins un facteur défensif intéressant que sur des match-up où tu as vraiment un gros point of attack. Ouais, plutôt d'accord. Mais ouais, je comprends le côté offensif où il peut être ciblé par les défenses adverses sur des adaptations en cours de série. Ce ne sera pas notre plus gros problème offensivement, Lugensdort, par rapport aux adaptations adverses. Et c'est vrai que s'il tombe dans une série où il met pas dedans de loin, offensivement, c'est un joueur qui va vite atteindre des limites. Mm.
Bon, ça a pas l'air d'avoir arrangé les choses, mais bon, le son. Mais non, j'ai pas tout écouté ce que vous avez dit du coup, mais non, je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit. Et je sais pas, à voir effectivement selon le match-up quelle importance il a, mais tu vois, même si c'est les Lakers, en vrai, pour défendre un D'Angelo Russell ou un Austin Reeves, éviter qu'ils prennent feu, est-ce qu'on le met sur un LeBron? Bon, mais on n'en est pas là. Ça, on anticipe la preview, mais ouais, j'ai hâte de voir comment on l'utilise selon la match-up. Deuxième joueur, messieurs. Alors que je me trompe pas dans l'ordre alphabétique. Allons-y. Dans l'ordre alphabétique, si je me trompe pas, on va passer. On est rapidement haché, vous inquiétez pas, hein, parler du MVP. Ah, on va parler de Josh Giddey dans l'ordre alphabétique. Un peu plus compliqué. Qui veut commencer Constant? Josh Giddey? Ouais, alors par contre, tu grésilles à mort, Pierre. Même Ouais, moi, c'est là, que sur j'ai le c'est que j'ai retour, bougé, tu c'est que j'ai bougé un truc là, mais ça devrait être bon là maintenant. voilà. Vous inquiétez pas, je fais plus de modif. Discord Nevermore, hein, je vous le dis, hein. On Ouais, passera c'est vraiment par l'enfer. StreamYard ou on fera un autre truc, C'est mais parce que vraiment là, l'enfer, Discord, Discord, c'est hein. catastrophique. Ou alors, je ne ferai plus de live, comme ça vous passerez à deux. Mais alors, Josh Giddey, 7, 6, allez, 7, allez. Franchement, on aurait fait le notation All-Star Break. J'aurais mis 3, je pense. Et son mois de mars est un peu mieux. Mais en vrai, son mois de mars, il est mieux, mais c'est pas dans un rôle qui correspond dans le rôle auquel il va évoluer en playoff. Donc c'est bien, c'est mieux. Mais il fait des triples-doubles quand je sais pas là. Il y a un bon joueur NBA qui se casse en Josh Giddey. Si tu fais le total de la saison, le nombre de fois où il a été benché, le nombre de fois où il a pas fini les matchs, le nombre de fois où il a posé des problèmes en attaque, le nombre de fois où il a euh, sous-performé au niveau de sa réussite sur les flotteurs, etc., etc. La saison de Josh Giddey, elle est pas bonne. Elle est pas bonne du tout. Il y a un bon mois sur 82 matchs de régulière. Donc en gros, allez, il y a 15 matchs corrects. Mais Plus. tout le reste, non, c'est insuffisant. Insuffisant. Et nous qui avons des attentes quand même, très élevées sur Josh Giddey, hein, on n'est pas du tout. Joe, je vois dans le chat, tu dis quel hater. Pourtant, j'ai défendu Josh Giddey avant le début de la saison. Il y avait des gens qui détestaient beaucoup plus Josh Giddey que ce que moi je pouvais avoir comme discours, et qui valorisaient beaucoup plus Josh Giddey enfin, je valorisais plus Giddey que d'autres. Mais non, là c'est insatisfaisant, et pour le coup, on en a assez parlé quand on a fait le live tier list. Enfin, oui, le live tier list. Lui, il va te poser des problèmes colossaux en playoff. Et c'est vraiment lui que je crains énormément quand on va arriver en post-season. Donc 7, parce que la saison est quand même largement insuffisante. Mais on va dire qu'il y a le mois de mars qui est un peu encourageant, même si les circonstances sont quand même favorables de son côté. Et ben tu vois, pour voir que j'en ai bien moins marre que toi de Josh Giddey, tu vois, dans ressentiment ou même voilà, je lui mets que 7,5, hein, donc je lui mets pas bien plus que toi. Donc en termes Voilà. de hater, non, mais après je suis d'accord avec toi, en fait, sur sa première partie de saison, c'est catastrophique. Il met les trois quarts de la saison, en gros, à sortir de ses problèmes, de sa torpeur, de s'adapter à son rôle, de mettre des tirs, d'être efficace. Après, effectivement, les 20 derniers matchs, le dernier mois, notamment le mois de mars, sont à garder parce que il trouve un peu plus son rôle, il a un peu plus le ballon en main, il est plus efficace au tir, il est plus efficace près du cercle, hein, globalement, il est même positif dans les ratings et dans tout ça. Tu vois, ça c'est un truc qu'on regardait beaucoup, où on était constamment négatif, et quand c'était Joe, c'était bien plus positif. Et je vous avais même partagé ça, il avait l'un des meilleurs net ratings, je crois, sur le mois de mars d'OKC, voire le meilleur. Donc ça, c'est plutôt bien qu'il monte en puissance sur la fin de saison, c'est plutôt de bon augure pour lui. Maintenant, on peut pas lui mettre sur la globalité de la saison une bonne note. Même la moyenne, quand t'as joué 20 matchs corrects, c'est pas assez en fait. C'est pas... Et vu les attentes, pour le coup, lui, au niveau attente, Josh Giddey, on était très élevé. C'était un des joueurs qu'on allait le plus observer avec la montée en puissance de J-Dub et l'arrivée de Chet. Ah, ça a été compliqué, ça a été très compliqué. Après, j'ai quand même envie de donner un peu de crédit, et c'est ce qui lui fait un peu sa note aussi. Défensivement, je le trouve pas exceptionnel, pas un bon défenseur, mais moins ciblé peut-être pas, mais moins friable qu'avant, si je peux dire. Un peu plus concerné et tout. Et après, bah, je pense que son attitude et sa confiance sont en train de remonter, et on le voit rien que le dernier match, entre son attitude là et sur les derniers matchs, ou son attitude il y a 3 mois, où il était au fond du seau, qui célébrait plus rien. C'est pas le même joueur, et c'est pas du tout la même personne, j'ai envie de dire, qu'il y a sur le côté. Donc
Ouais, j'espère que cette fin de saison le relancera, qu'il fera des bons playoffs, et après se posera très rapidement la question de contrat, de rôle, etc. Mais ouais, c'est une saison difficile pour lui. Je pense que ça sera notre pire note à tous, hein. Oui, oui, je te Oui, confirme. Alors, moi, sur le. réfléchir. Oui, oui. Je vais toujours faire un comparo avec le live des 20 matchs. J'ai mis note hors sujet 6 au bout de 20 matchs. Vu le mois qu'il vient de faire et le fait qu'il a quand même plutôt bien dépanné quand Shea et J-Dub étaient pas là, où on avait vraiment besoin d'un mec qui prenne la balle, je lui mets un peu plus haut, mais je lui mets 7 quoi. C'est pas non plus exceptionnel. Parce que son bon passage correspond au fait que enfin, aux absences de Shea et J-Dub et que c'est pas un passage qui va pouvoir être pris en compte dans des projections de playoff et même du futur projet d'OKC, parce que tout va être construit autour de Shea, J-Dub et Chet. Donc ouais, c'est une saison galère, c'est une saison qui nous montre que Josh Giddey, sa place dans le projet, est compliquée à trouver. Et tu vois, Constant, tu parlais des adaptations de playoff où Giddey, c'est clairement le point qui va être ciblé par les adversaires des deux côtés du terrain. Même si je suis assez d'accord, défensivement, Giddey fait les efforts, mais ça reste quand même un mec qui a des difficultés quand même athlétiquement pour défendre des gros joueurs NBA. Ça va chercher le switch sur lui, hein, clairement. Mm. Mais offensivement bah, il va être laissé grand ouvert à 3 points et je sais pas combien de minutes il va pouvoir jouer en playoff sans que ça devienne préjudiciable pour OKC. C'est possible que Giddey en début de série soit titulaire et qu'il joue 20-25 minutes et que sur une fin de série, si OKC ça se passe pas très bien avec Giddey, qu'on le voit disparaître petit à petit de la rotation pour réduire le nombre de joueurs sur le terrain et avoir des mecs plus viables en fait des deux côtés du terrain dans le schéma jeu de Mark Daigneault. Donc ouais, 7, on peut pas être satisfait au vu des attentes qu'il y avait autour de Guidi, je suis d'accord avec vous. Après, Après, s'il met dedans, s'il met dedans à l'extérieur, tu le laisses sur le terrain en soi, hein. Parce que, Oui, mais c'est Si, pas ouais, le mais même problème. ça fait un petit moment qu'il Si met André dedans, quoi. Robertson met dedans, tu le laisses pas. Après, il était sur le terrain, très clair, personne, t'es dur, t'es dur. C'est un défenseur d'élite aussi, Oui. Stéphane Barry. Non, mais en fait, genre, tu prends le starting 5 de KC. Le moins bon défenseur, c'est Josh Giddey. Donc tu vas faire du mismatch hunting sur Josh Giddey. Et ton spacing se résume à ton moins bon shooter généralement. Donc ça va être Josh Giddey. Enfin voilà, on en a parlé 150 fois, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais ce sera toujours une problématique. Après, comme je l'ai vu dans le chat, c'est bien, tu as peut-être valorisé sa Ouais, valeur en tant que porteur de balle si tu veux l'échanger à l'intersaison. ça Mais c'est vrai. regardez, il fait des triple-doubles quand il a tous les ballons. C'est un bon joueur NBA dans une équipe de nulos un peu, je te dis. Il serait très bien à Washington, il serait très bien à Charlotte. Mais voilà, non, enfin, c'est insatisfaisant, sachant que, ça me rappelle, quand on avait fait le FAQ ou quand on avait un peu discuté avant le début de la saison, on se disait encore que Guidi était le deuxième meilleur joueur de KC. Là, c'est le. Encore, est-ce que c'est le quatrième? Je suis même pas sûr. Même pas sûr. Ça dépend comment tu considères. En talent intrinsèque, si, je pense que si. Mais dans la ouais. production, et voilà, c'est plus compliqué. Et vous aviez fait un live J-Dub, Chet ou Guidi, quoi, qui allait être le Ouais, qui numéro allait 2, être le numéro contrat 3, max etc. et le machin. Et le Bah, joueur voilà, s'inscriront dans le futur, ouais. Ouais. le mec sacrifié du top 3 entre guillemets de l'équipe, c'est Guidi, quoi. Il en fallait un, quoi. C'était compliqué de voir tout cliquer comme parfaitement comme il fallait, mais là, ouais, c'est vrai que Guidi, c'est compliqué pour lui sa place dans le projet. Ça, on verra Ouais. plus tard à l'été ou quoi. La Mais question trade, ouais. là, Après, ouais, ça, sinon tu l'envoies à New York, comme on dit dans le chat, il fera un triple-double à chaque match, Hein? concret. Non, c'est Kamel qui nous dit à Ça part pourrait- Onyx. Mais après, si tu Orlando l'envoies à Onyx, Wizards. si tu l'envoies à Onyx, il fait triple-double à chaque match, hein. Ouais, mais il y a un petit Je meneur rigole. Onyx, je sais pas si Oui, vous t'as avez t'as vu pas là, envie de il lui fait enlever la balle 33 des passes. mains à celui-ci, je crois. Ouais, non, je suis d'accord. Ah, c'est Spike Made. Non, ouais. après Et bon, sans spoiler les futurs trades, contrats avec Guidi, moi je suis pas aussi fermé à l'idée de l'avoir dans le roster, mais après pas dans le rôle, pas dans un rôle de pièce maîtresse dans la construction, quoi. Et c'est ce qu'il risque de vouloir être, donc c'est un peu compliqué. Mais je me dis qu'il y a un monde où on peut, comme sur la fin de saison, on peut arriver à fonctionner avec lui un petit peu, surtout s'il met un peu dedans, qu'on lui laisse la balle pour créer un peu pour les autres et aider Dub et Shea à scorer. Voilà, il y a peut-être un monde où ça peut marcher, mais on n'est pas là encore, loin de là. Loin de là. C'était le petit tu moment. vois, Vas-y, Tom. il a 34% à 3 points Guidi cette saison.
Mais le truc, c'est que même les moments où il met dedans, il est mais grand ouvert, quoi. Les mecs, ils sont les mains dans le dos, les yeux bandés à 4 mètres, ils en ont rien à foutre, quoi. Il joue les pourcentages. Et pourtant, il y a C'est un ça. match où il en met Guidi, 5, non? Ou un truc comme ça. Enfin, vraiment, il a fait des gros matchs à 3 points en plus. Hein. voilà, mais c'est un pari Raptor, qui je est fait crois. par c'est un pari qui est fait par les adversaires, et sur une série de playoffs, c'est pas. Enfin, à moins que Guidi il se mette à shooter comme le hit l'an dernier, mais ça paraît quand même improbable de voir Guidi tous les matchs mettre un 4 sur 8 à 3 points, quoi. Bon, faites ça sur Joe ou Casson Wallace, on prend hein. Les défenses. Hein. Faites la même chose et on prendra pour les playoffs. C'était meilleur défenseur en plus de ça, hein, donc bon, à un moment. Hein. Ouais, moins physique Ouais. ensuite. Tu vois, moi, c'est ce qui me fait un peu peur. Je t'avoue. Bon, Guidi, il est pas particulièrement physique, hein. Il est grand, ça aide. Oui, mais oui, Mais mais il voilà. Pas- il- Il y a un moment. Est-ce qu'il est plus physique que Kayson Wallace? Pas parce que t'es plus grand que t'es plus physique. Hein. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais disons que ton impact taille est important avec Guidi quand même par rapport à la petite. Enfin, la relative petitesse de reste de ton 5 majeur. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais. Dort est pas immense, Shea n'est pas immense, J-Dub est pas immense pour un 4 non plus, t'as Chet qui est immense par contre, mais tu vois, c'est ça qui me. Défensivement, Guidi, il fait pas sa taille. Parce Ouais, que quand tu fais 2m03, normalement, t'as un peu de protection de cercle secondaire, que Guidi fait pas du tout. Donc, après, il défend comme un extérieur, donc c'est aussi la problématique. Mais 2m03, justement, ça devrait être lui qui est un peu protecteur de cercle secondaire, un petit peu de capacité à box-out aussi sur les rebonds pour permettre de fluidifier soit à Chet, soit à l'équipe pour prendre les rebonds. Et ça, on l'a très peu vu. Il défend plus vite sa taille. On cherche souvent les profils, joue plus grand que sa taille. Kayson Wallace, potentiellement, ça peut être ce type de joueur-là. Guidi, c'est l'inverse. Et c'est souvent vrai. préjudiciable en NBA. Non, c'est vrai, t'as raison, toi. Ouais, je suis d'accord avec vous. À voir, on aura le temps d'en reparler de l'utilisation de Josh Giddey. Je pense que ça va être un grand débat sur les épisodes pendant les playoffs, et en espérant qu'on Ouais, en ou ait la pas mal. preview, hein. Ou juste la preview, ouais. Ensuite, après Josh Giddey, bon, là on va être très positif, on va parler du potentiel MVP. J'ai envie de dire du MVP, mais bon, on n'en est pas sûr. Oh, alors, Shai Gilgeous-Alexander. je quitte ce live. Shai Gilgeous-Alexander. Bon, je vais commencer cette fois. C'est ma plus grande note. Je lui ai mis 18. Il perd 1 point pour sa fin de saison. Un peu manqué, bon, à moitié blessé, mais du coup, quand même manqué parce qu'il était sur le terrain. Donc, à partir de là, on doit le juger parce qu'il est sur le terrain. Et il perd 1 point parce qu'il m'a toujours pas mis 50 points dans un foutu match NBA. Et ça m'énerve. Et j'ai envie qu'il mette un carton alors qu'il est trop facile. Et ça me saoule un petit peu. Et ça va, cette perte de points va aussi avec les matchs où il a un peu trop bombardé à 3 points. Tu vois là, même contre Dallas, et à un moment il prend un step back sur Dwight Powell alors que l'action d'après il met un énorme drive, il lui met une one. Vas-y, il fait ça à chaque fois, on s'embêtera pas quoi. Donc même moi qui suis pour qu'il prenne un peu de 3 points, il y a des matchs où il en a un peu abusé. Et il y a des matchs où il les a très bien utilisés, ça a été décisif. Mais il y a des matchs où il en a un peu abusé. Donc on en est là pour chez en gros hein, sur les pertes des points. Donc c'est juste pour pas mettre 20 hein, concrètement. Donc non, c'est une saison exceptionnelle. Est-ce que le titre de MVP sera là? J'ai pas l'impression avec les premiers tours. Il y a des retours positifs d'autres médias, etc. Mais j'ai pas l'impression avec les premiers tours. Mais en tout cas, c'est calibre MVP quoi. Ouais, faut pas chercher plus loin. Oui, il fait une saison, il sera probablement podium. Moi, j'ai mis 17 au bout de 20 matchs. Je vais rester sur mon 17. C'est la meilleure note hein, de l'équipe, forcément. Ouais, bah, pas grand chose à ajouter. C'est une excellente saison de Shai qui apporte beaucoup des deux côtés du terrain. Alors, c'est pas la première fois dont on va en parler. Chez Constant, ça tient à cœur de dire que Shai, c'est pas le meilleur défenseur de l'équipe. C'est très important de le préciser. Mais ouais, non, il est très impactant des deux côtés du terrain. Il a eu un coup de moins bien récemment, mais notamment dû à une blessure au quadriceps qui n'a pas été si bien géré que ça. Au final, il a l'air d'être en forme parce que son match de retour est plutôt bien passé contre les Kings. Mais ouais, non, bah, pas grand chose à dire de plus. L'an dernier, il était à plus de 30 points de moyenne. On se demandait s'il allait pouvoir être encore plus impactant. Il l'a été. Donc voilà, c'est le meilleur joueur d'une top équipe NBA. Enfin, on ne peut pas demander beaucoup plus à Shai.
Hormis, comme tu l'as dit, un petit match à 50 points, ça ferait pas de mal. Mais comme dit dans le chat, il sait mettre précisément 31 points. Ah, ça, c'est hallucinant. En Est-ce que vrai, c'est c'est un skill hallucinant. Ça, important? Je ne sais pas. Il en force quelques-uns des fois, mais c'est vrai qu'il a une régularité des matchs à 30 points qui est assez impressionnante. Ouais, non, bah, globalement, Shea, on attend les playoffs en fait. Là, sur la régulière, il nous a montré que c'était un des meilleurs joueurs du monde sur la saison régulière. Maintenant, c'est en playoff qu'il va falloir confirmer. Ça va être sa première campagne en tant que franchise player, donc j'attends avec impatience. Ah ah. Alors, la note 15. Oh, 15. t'es si Oh dur. là là, le salaud. Non, non, alors déjà, si on juge aux attentes, il n'a pas explosé les attentes Ah, qu'on il peut pouvait plus. avoir sur le début de saison. Il peut pas. Enfin, honnêtement, il Ah peut bah, pas. Non, mais je suis non, mais d'accord. 15, Mais c'est une très bonne note. 15, c'est une très bonne note. Faut arrêter, il n'y a que 2 joueurs qui ont une meilleure note que lui. Ah, ah, mais déjà, voilà, voilà, je nous vous on en laisse a deviner, ils zéro, vont on en très a vite zéro arriver. avec Tom, tu vois. Donc, Au niveau des attentes, c'est le meilleur joueur d'OKC cette saison, mais si tu prends en compte les attentes, il prend 15. Parce qu'il y a quand même une post-All-Star. En fait, la saison s'arrête au All-Star Break, je lui mets 18. Et le post-All-Star Break, qu'est-ce qu'il est frustrant. Non, il est frustrant. Oui, vous pouvez me traiter d'aigri si vous voulez, je m'en fiche. Mais toujours est-il que le problème, c'est que je suis allé chercher les stats là. Post-All-Star Break, si vous prenez le pourcentage de paniers assistés, il n'y a que 18% des paniers de chez qui sont assistés. Personne fait moins de paniers assistés. Même Luka a plus de paniers assistés depuis l'All-Star Break. Je trouve que sur son post All-Star Break, déjà il y a la blessure. Alors il joue maintenant avec des protections sur les 2 quadriceps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis son vrai retour face au King, il joue avec deux espèces je sais pas, de protection pour éviter de se remanger un petit coup. Je trouve que même avant, il y a des situations où je sais pas, il y a certains matchs où il force, il y a certains matchs où je trouvais qu'il se coupait un petit peu du collectif, où en début de saison, il était plus dans le jeu collectif, il était plus impliqué, on va dire, moins dans l'ISO, pull-up à mi-distance. J'en avais parlé sur le mois de mars, il allait très peu au cercle. Il y a un truc qui n'existait pas l'an dernier, c'est que l'an dernier, quand on parlait de Shea, quand il y avait des grosses confrontations, on disait c'est souvent le meilleur joueur d'un match. Quand tu avais des matchs face à Luka, quand tu avais des matchs face à Jokic, etc., etc. Là, je trouve qu'il y a pas mal de matchs cette saison où c'est presque J-Dub qui est le meilleur joueur sur certains matchs, sur certaines grosses confrontations. Tu prends je sais pas moi, le match face au Knicks, ça peut être J-Dub. Tu prends le match face aux Pels, c'est Guidi. Je trouve qu'il y a moins de matchs référence face à des grosses équipes que ce que tu as pu avoir l'an dernier en termes de performance. Alors après, c'est une saison. Bon, moi, je pense qu'il sera troisième du MVP parce que Luka lui est passé devant parce que le finish et que voilà, les gens gardent un peu l'impression finale. Mais c'est une excellente saison, top 3 MVP. On attend ce qui va se passer en playoff. Mais je sais pas, moi, il y a la seconde partie de saison où il allait moins au cercle, il était moins impliqué dans le jeu collectif, qui m'embête un petit peu. Après, voilà, c'est du chipotage. Mais voilà, je mets 15. Et puis c'est comme ça, c'est ma note. Si vous n'êtes pas content, mettez votre. j'aime bien la phrase de Moulpi dans le chat qui dit confirmer, c'est déjà dépasser les attentes. C'est vrai qu'une de nos attentes, c'était qu'il confirme dans une équipe un peu plus compétitive, qu'il pouvait autant apporter. Et il a été quand même d'une régularité assez folle. Après, je suis d'accord avec toi que sa deuxième partie de saison est un peu moins satisfaisante que la première où il marchait sur l'eau concrètement et où il montait en puissance dans Oui. les classements et il est plutôt descendu ensuite. Ça, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, sur cet aspect collectif, est-ce que c'est pas aussi son rôle d'être le soliste, je sais pas comment dire, soliste, voilà, de faire son truc dans son coin, bon, toujours un peu connecté aux autres quand même, mais de faire son truc dans son coin pendant que les autres s'animent entre eux un peu plus, tu vois, je suis d'accord avec toi sur cet aspect où il y a des fois le jeu s'arrête autour de lui, contrairement à d'autres situations où le ballon est plus partagé. Mais est-ce que c'est si dérangeant que ça? Est-ce que c'est pas des choses qu'on fait exprès de faire, entre guillemets aussi, je pense, mais tu vois? Et ça m'embête plus quand c'est autour de J-Dub que ça s'arrête, tout ça, notamment dans le quatrième quart-temps, même s'il a été exceptionnel, hein, où tout s'arrête et on lui laisse la balle, on le regarde, tu vois. Là où quand c'est chez, c'est un peu plus pertinent pour moi, je trouve. Mais après, je comprends ce que tu veux dire et je visualise très bien. Après, voilà, je suis un peu moins négatif sur cet aspect-là que toi. Sur, Non, mais en sur... fait, il y a être soliste et faire un solo de 14 minutes. C'est-à-dire Hmm. que chez ces isolations, moi ça me pose pas de problème, mais il y a un moment où sur la seconde partie de saison, tu tombais un peu dans la caricature, quoi. C'est-à-dire que oui, tu es un des joueurs les plus efficaces sur ISO, donc forcément tu as envie de le servir.
Surtout que l'isolation, enfin la capacité à scorer sur isolation, c'est limite le moteur principal d'une attaque pour créer des décalages, encore plus quand tu vas arriver en playoff. C'est juste que tu as certaines situations où ça vira un petit peu à la Hmm. caricature, où c'était vraiment Shea qui jouait tout seul, et il n'y avait aucun playmaking, c'était vraiment, il cherchait que à scorer. C'est plus sur la seconde partie de saison. Après, voilà, comme j'ai dit, si la saison s'arrête au All-Star Break, franchement, je lui mets 18. Juste, il marche sur l'eau pendant 3 mois et demi. La suite est un peu moins excellente, donc je baisse un peu. C'est-à-dire que tu lui mets Ouais, 13 sur la fin de saison pour équilibrer, pour que ça fasse 15. En gros, si tu fais une moyenne des deux. Non, faudrait Non, faire. c'est Non, dur. si tu fais aux moyennes de match, le Star Break, ça fait 2 tiers. Donc, Oui, donc en plus, ça ferait même. revote Ouais, ta ça ferait note. encore moins. Non, mais je comprends totalement ce que t'as voulu dire. Non, mais après, peut-être que c'était voulu que, comme dit, qu'en playoff, les joueurs d'isolation, le fait d'être performant en isolation, ça prend plus d'importance de marquer de marquer des points en 1 contre 1, etc. Euh, Moi, c'est vrai que c'est frustrant, mais en même temps, quand tu vois la feuille de match au bout de 3 quarts temps et que Shea il a 25 points alors que tu as l'impression qu'il fait un mauvais match, t'es en mode bon quand même, hein. Avec des bons pourcentages, avec 8 lancers provoqués, avec 4-5 passes, et tu dis oh là là, c'est c'est quand même très solide ce qu'il nous envoie. Ouais, après, oui, c'est vrai c'est vrai qu'il y a ce côté frustrant. Je peux comprendre. Je peux comprendre, mais le mec est tellement consistant en fait dans ce qu'il fait tout le temps. Hum, hum, hum. Après, on reviendra pas sur que- les matchs où il allait chercher ses 30 points coûte que coûte Oui, aussi. oui, là, oui, Euh, même il y a des situations où c'est tombé un peu dans la caricature, où il tentait pas un tir pendant les 8 premières minutes. hum, À partir du moment où il se retrouvait avec le banc, c'était tout ouais. pour lui. ouais. Donc, ça, c'est des situations qui sont un peu frustrantes aussi. Défensivement. Alors, du coup, il a tout perdu sur la fin de saison parce que, comme là, il a joué 15 minutes, il s'est fait dépasser par Fox pour le titre de meilleur intercepteur au niveau de la moyenne. Et comme il a joué que 16 minutes, il finit à 30,0 points. C'est-à-dire qu'à un moment, il était à 31,5, et il finit à 30,00. Fallait pas un match de plus, hein, parce que Ouais. sinon, il passait en dessous des 30. Mais même avant sa blessure, il y a des matchs où, Oui. franchement, il était frustrant. C'était frustrant. Donc, moi, je baisse un peu la note. Après 15, franchement, qui n'a pas rêvé d'avoir 15 de moyenne sur son année, me jette la première pierre. Donc, La c'est une routine. excellente note. La routine. Non, on reste Non, sur mais du c'est Shea, excellent. comme On disait reste sur du Shea. excellent avec Shea, mais il fallait quand même trouver quelques petits défauts et quelques petits trucs à mentionner. Après Shea, Qu'il me fasse ça en fin de régulière et qu'il me fasse des playoffs à 35 points. Je préfère ça que la même. ouais. Après Shea, on passe, bon, un peu moins positif, un peu plus compliqué et surtout un peu moins de matchs pour juger. C'est Gordon Hayward. On l'a inclus dans les notations. On n'a pas forcément inclus les Ousmane Dieng, etc., qui ont peut-être joué un petit peu plus de matchs, mais qu'au final on a peu vu. On a vraiment inclus les 11 joueurs de la rotation. Euh, Tom, bon, je crois qu'on a parlé avec Constant de Gordon Hayward la dernière fois. Est-ce que toi, comment tu le notes sur son court passage pour l'instant au KC? Alors, comme dit, je fais des comparaisons avec les notes au bout de 20 matchs, sauf que Gordon Hayward n'était pas là. Ah, ok, ici au bout de 20 matchs, donc ça Hmm, sera une note inédite. Moi, je l'ai mis 8, Gordon Hayward. Donc, ça pique. ma deuxième pire note, hein, du coup. Il y a que Josh Giddey, ouais, mais moi j'avoue que l'arrivée de Gordon Hayward, j'étais assez optimiste. Parce que je le trouvais intéressant à Charlotte. Et je me disais, ah, ok, ici, pourquoi pas amener deux, trois petits trucs, un peu capable de sanctionner des zones, par exemple. Un joueur d'expérience, c'est toujours bien. Un mec qui est pertinent des deux côtés du terrain, je me disais pourquoi pas. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment trouvé sa place dans le jeu d'OKC. Défensivement, c'est pas tout mal, mais en attaque, il prend quasiment pas 3 points, il n'est pas très consistant. Et quand il rentre sur le terrain, ça arrive souvent qu'il rentre en premier sur le terrain. On sent que Mark Daigneault veut l'intégrer à la rotation et lui donner des minutes et essayer de lui trouver un rôle pour les playoffs, mais je ne vois pas quel rôle il va occuper, dans lequel il va être valuable pour OKC. Dans le sens où quand je vois du Aaron Wiggins, du Kenrich Williams qui sont sur son poste, ils sont beaucoup plus pertinents en fait dans le jeu du Thunder. Donc ouais, plutôt déçu de l'arrivée de Gordon Hayward. Je m'attendais à mieux, honnêtement. Je pensais qu'il allait réussir à trouver un rôle petit à petit. Mais là, en 25 matchs, j'ai pas été très convaincu. Donc 8 sur 20. Mhm. Bon, Constant, on en a beaucoup parlé, toi et moi, mais depuis la dernière fois, je trouve qu'on avance un petit peu dans l'intégration, mais que c'est toujours pas sensationnel, il n'y a toujours pas eu de trucs où on dit, ah là vraiment, il a pris le truc et tout. Je trouve qu'il a un peu plus de rythme, tu vois, il drive un peu plus, il y a un peu plus de choses.
Il y a un peu plus de playmaking, etc. Mais dans la globalité, on n'est pas sur l'apport qu'il aurait pu avoir. Alors pour le coup, c'est positif parce qu'il est resté sur le terrain et ça, c'est un truc qu'on doutait, encore une fois. Mais dans l'apport qu'on pouvait imaginer, on n'y est pas encore. Est-ce que ça arrivera en playoff? Est-ce qu'il sera beaucoup utilisé d'ailleurs, déjà même en playoff? Je ne sais pas parce que, comme l'a dit Tom, il y a de la bonne concurrence sur son poste. Après, j'apprécie par contre, on en a parlé avec Guidi, mais son impact physique et défensif que je trouve intéressant comparé à d'autres joueurs. Ça, encore une fois, je le revois match après match, ce qu'il peut apporter un petit peu. Et après, c'est un joueur qui je trouve intelligent, qui pourrait, pour moi, petit à petit s'inscrire dans la façon de jouer du Thunder. C'est que maintenant, t'as plus le temps. Il aurait été là depuis le début de saison, je pense qu'on n'aurait pas le même joueur face à nous. Et là, en fait, c'était dans le sprint final. Là, t'as plus de match de prépa en gros avant les playoffs. T'as eu ta répétition générale ce soir. Là, ça va être short. Il va falloir qu'il prouve un petit peu plus ou il sera juste un joueur lambda dans les playoffs, quoi, sans apport. S'il joue, d'ailleurs, encore une fois. Et du coup, ouais, j'ai T'as mis même quoi pas. comme note? Ouais, du coup, c'est ce que j'ai en train de dire. J'ai pas dit maintenant, je lui ai mis 11. Pas exceptionnel, mais je suis obligé de lui mettre quand même plus que la moyenne parce qu'il est pas nul en soi. Il est pas négatif. Il, il est généreux, il a le cœur Il sur la donne. main. Appelez-le l'abbé Ah, Pierre. c'est vrai que quand tu vois que t'as mis 15 à Shea, 11 à Hayward, c'est très généreux. Je suis d'accord. Ah, c'est sympa, hein, Oh, parfait. c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi j'ai mis 9 à Gordon Hayward. Vous voyez, j'ai même Ouais. pas mis la pire note à Gordon Hayward. Pourquoi? Parce que j'étais probablement celui qui avait les attentes les plus basses sur Gordon Hayward. C'est-à-dire que t'es pas un shooter de volume à 3 points à Charlotte, donc forcément sur un volume encore plus petit, eh ben, il va pas en prendre beaucoup à OKC. Je trouve que voilà, c'est un joueur qui, de ce qu'il avait montré sur la première partie de saison à Charlotte, là, les 25 matchs où il joue, pour moi, c'est conforme à ce qu'il a montré à Charlotte. Donc, moi, ça me surprend pas. Je pense que les gens avaient une vision un peu erronée de Gordon Hayward, du joueur qui était Gordon Hayward, un peu l'an dernier. L'an dernier, sur la seconde partie de saison, il était intéressant. Mais sur la première partie de saison, cette année à Charlotte, les 25 matchs qu'il joue, d'ailleurs, il a joué autant de matchs à OKC qu'à Mm. Charlotte cette saison, c'était pas très intéressant. Donc, oui, moi, ça me frustre toujours que ce soit le premier entrant et que voilà, un Ron Wiggins, par exemple, doive un petit peu manger les miettes sur certains matchs. Mais défensivement, il est correct. C'est juste que l'association, tu vois, avec Shea, je trouve que ça marche pas toujours très bien. Mais on va voir comment ça va se passer. Là, il a l'air d'être revenu un peu mieux physiquement là, Mm. sur les quelques matchs qu'il a manqué. Mais tu vois, même les matchs où Shea et J-Dub sont. Enfin, sur les matchs où Shea et J-Dub sont absents, il pèse pas sur l'équipe. Il augmente pas son volume, il augmente pas son rendement. Donc, je mets 9 parce que voilà, c'est à peu près conforme à la vision que j'avais de Gordon Hayward au moment où il a été tradé. Mm. J'avoue que je m'attendais à mieux, même en termes de décision balle en main pour fluidifier le jeu offensif. Je m'attendais, tu vois, ce qu'il apportait à Charlotte, je trouve, alors c'est peut-être parce que les Hornets sont nuls, mais je le Oui. trouvais vachement intéressant pour apporter du liant dans l'attaque et apporter de la cohérence. Ah, Donc il le fait un petit peu, je peut-être parce trouve. que Hein. l'équipe est déjà cohérente en fait. Oui. Ouais, mais c'est pas. Mais c'est pas le. C'est En pas fait, hyper c'est que comme impactant, tout le quoi. monde le fait, ça se fond dans la masse, je trouve. Enfin, tu sais, comme tu dis. Hein. Ouais, tu vois. Il l'a fait là quand il a fait le kick-out pour Ouais. Casson Wallace dans le Bah, corner exemple de pour ça, passer tu à vois, plus 40. ça c'est un flash intéressant pour moi, tu vois, c'est un truc qui devrait être réalisable plus souvent, ou même il y a 2-3 cuts où tu dis, ah bon là c'est un peu plus intéressant. Et pareil pour les 3 points, je suis d'accord avec toi, Constant il en prend peu alors qu'il est à droit, ok si, c'est ça qui est un peu frustrant, bon après Ah, bah, quand t'en prends très peu, voilà, mais ouais. Après moi sur le temps de rentrée, notamment par rapport à Wiggins c'est un rôle quand même très spécial, hein, j'ai l'impression, où il rentre que au deuxième quart-temps des fois, après il joue plein de minutes, après il est trop fort, donc de toute façon tu le laisses, après on en reviendra sur Bah lui, voilà. on reviendra sur lui après, mais il a toujours un rôle très atypique, hein, pour assez... Mm. Ok, bon, le deuxième H de l'effectif, Chet Holmgren, bon... Là, je pense que les notes vont exploser. Encore une fois. Constant, est-ce que c'est ta meilleure note? Tiens. Non. Ah, bon, bah c'est l'autre. Mais voilà. Je pense que c'est l'une de tes meilleures. Au-dessus de Shea, j'imagine. Oui. 16 pour Chet Holmgren. 16. 82 matchs. Ouais. 82 Ah. matchs. Déjà, ça vaut 13 points. Déjà, 82 matchs. Oui, bah, effectivement, quand tu joues 82 matchs, il y a des soirs où tu vas un peu passer à côté. Mais on est quand même sur un joueur qui est l'encre défensive, parce que c'est littéralement lui, de l'équipe avec le meilleur bilan de la conférence Ouest et d'une top 5 défense. Déjà, ça, c'est un truc qui te vaut une All Defensive Team.
Surtout qu'elles sont positionless là, donc il y aura encore plus de pivots. Donc je pense que Chet a moyen de gratter une autre defensive, peut-être la seconde. Mais non, défensivement, il a été excellent. Il a modifié ses schémas défensifs en cours de saison. En première partie de saison, il était plus dans le contre systématique. Deuxième partie de saison, plus dans le placement, quitte à moins souffrir au rebond. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. En attaque, il y a des soirs où il passe à côté, bien sûr. Il est un peu en perte d'adresse, là, notamment au niveau de son 3 points depuis quelques semaines, mais son impact est quand même très bon. Il n'a pas toujours été servi dans les bonnes conditions, notamment voilà, sur les passes de alley-oop de Shea, où j'ai l'impression que celle qu'on a vue ce soir, c'est limite une des premières de la saison Ah entre oui, les deux. moi je pense, oui. Euh, Je pense sur la, clairement. sur la, sur la création individuelle, il y a quelques séquences où voilà, faudra taffer. Je pense que c'est sur cet axe-là où il devra bosser un petit peu son espèce de turnaround fadeaway, là, un peu voilà, à la Kevin Durant, où il part de plus bas, donc parfois il se fait contrer par des petits meneurs, etc. Mais même les pertes de balles un peu bêtes, là, sur transition qu'on voyait en début de saison, elles sont plus là non plus. Donc non, moi je mets 16, voilà, très satisfaisant. Il a joué les 82 matchs. Si la défense du Thunder est devenue aussi bonne par rapport à l'an dernier, c'est en partie parce que Chet Holmgren est là. Si OKC a aussi bien progressé en termes de son bilan victoire-défaite, c'est aussi parce que Chet Holmgren est là. Et en plus de tout ça, il y a tous les petits trucs qui ne se quantifient pas, mais qui permettent de fluidifier l'attaque. Typiquement les situations de pick and pop, typiquement les situations où voilà, ça ouvre les lignes de drive, où ça peut permettre de sortir certains pivots parce qu'il est trop mobile, il est trop vif pour certains intérieurs. Donc non, 16, extrêmement satisfaisant. Oui, bah oui, là, j'ai la même note, hein. J'ai mis 16 aussi au bout de 20 matchs, là je reste sur le 16. Parce que c'est vrai qu'on a vu des limites de Chet offensives, mais surtout parce que bah, on lui a donné, à un moment, on lui a donné pas mal de responsabilités pour voir ce que ça allait donner en fait. Et moi, je m'attendais pas à ce que Chet il arrive et 25 points en se créant des step back à 3 points, tu vois. Enfin, c'est C'est un c'est autre pas ce rookie. genre-là, on le sait. Voilà, c'est un autre gars un peu plus grand. Parce que Chet est petit hein, pour un pivot, il fait seulement 2,16 m. Apparemment, maintenant, c'est trop petit. Mais, euh, mais non, non, bah, Chet, comme tu l'as dit, c'est. Alors, je sais pas si c'est le deuxième meilleur joueur de l'équipe, ça se discute. Par contre, c'est le deuxième joueur le plus important. C'est lui le patron défensif. Il n'y a même pas de discussion à avoir. Et comme tu l'as dit, c'est un joueur calibre défensive. Il est impressionnant. Et ses tout débuts en NBA, en fait, dès qu'il est arrivé, on a tout de suite vu des trucs défensivement où c'était assez hallucinant. Et il a su tenir ce niveau toute la saison. Il y a eu quelques coups de moins bien de temps en temps, mais c'est normal. C'est sa première saison NBA. Il a joué 82 matchs. Il a joué surtout, il a fait quoi, 30 minutes de moyenne ou pas loin. Ouais. Donc il a vraiment eu du gros temps de jeu, il n'a pas été load manager, rien du tout, c'est vas-y, va sur le terrain et voilà, vas-y, donne-nous des grosses minutes. Mais ouais, alors, globalement, c'est très satisfaisant. S'il n'y avait pas un grand malade à San Antonio, ça serait le rookie de l'année, mais de très loin chez Tom Grade. Enfin, vraiment, voilà, offensivement, il a explosé nos attentes. Enfin, voilà, c'est hyper satisfaisant. Et pareil, lui, j'ai hâte de le voir en playoff parce que ça va être un joueur très très important, très important et qui peut avoir des match-ups très sympas Mm. chez Tom Brady. Très compliqué aussi. Un petit truc, Pierre, avant que tu partes sur ça, il y a un truc que j'adore chez Chet, c'est sa capacité à se faire manger sur la première confrontation face à un pivot et d'être capable de répondre sur la deuxième. Alors, le nombre de fois, allez, sur les 2 ou 3 premiers matchs, là, quand il se fait bouffer par Sabonis face aux Kings, eh ben, le dernier, il le limite à moins de 10 points. C'est lui qui casse sa winning streak, enfin sa série Il de le mange, double-double. hein. Bon, il y a eu 150 aides aussi du côté d'OKC quand Sabonis faisait du post-up, ça aidait bien. Mais face à Brook Lopez, premier match, il se fait manger complet. Là, il le défend très bien. Donc, ça, c'est un truc que j'adore chez lui, c'est la capacité vraiment à ne. Si tu te fais bouffer sur le premier match, à ne pas se faire manger sur le match d'après. Ça, j'adore. Mm. Et mentalement, c'est un grand dégénéré hein, chez Tom Brady. Moi, j'avoue que j'étais grand fan de Westbrook, c'est bon, j'ai trouvé mon nouveau chouchou, hein. Ah, c'est pas le même style. Si, C'est pas le même style. C'est Bon, pas il y en le... a un, il y en a un en W, il se rapproche plus du style Westbrook que Chet, hein. Ouais, mais Chet, tu vois, le côté baiser dans sa tête, j'en ai rien à foutre, j'aime bien ça, tu vois. Non, non, pour vous rejoindre sur ça, moi je lui ai mis 17, donc c'est ma deuxième meilleure note, si je me trompe pas, à égalité. Je lui enlève un peu de points pour ses coups de mou et ses petites irrégularités, mais qui ont baissé au cours de saison, et même des erreurs de rookie qui disparaissent petit à petit, etc. Après, effectivement, pour lui, offensivement, c'est dur,
parce qu'on lui donne beaucoup de responsabilités, on s'attendait pas forcément à ce qu'il en ait autant, à ce qu'il soit aussi productif même, et il a plutôt très bien répondu sur ces aspects-là. Je pense qu'un Chet a fini à quoi, 17 points de moyenne, non? Un peu plus, un peu moins? J'ai plus en tête, ça a Un baissé peu sur la moins. fin de saison. Moi, il est à 16 et 16 et demi. quelques, Ouais, 16,3. mais Ouais. déjà rien que ça, on pensait pas forcément qu'il en serait là, avec une efficacité qui reste que plus que correcte. Mais là où je rejoins tout le chat et ce que vous avez dit, c'est que les 82 matchs déjà, c'est plus 10 points, enfin voilà, mais vraiment c'est un truc inespéré, il l'a tweeté lui-même, c'est un truc qui je pense que s'il lui tenait à cœur, même peut-être trop, Oui. qu'il voulait jouer les 82 matchs, mais même après dans l'envie, le travail, l'investissement, le mental qu'il a mis derrière ça, t'es face à un joueur qui est, je pense, dans le top de la ligue sur ces aspects-là. Faut pas oublier d'où il revient de la saison dernière, la pression qu'il avait derrière, ce qu'il lui a été donné de faire. Enfin, c'est vraiment là où mentalement, il faut être plus que prêt pour un rookie pour effectuer ce qu'il a fait. Et pour ça, une très bonne note. Et après, voilà, je ne mets pas plus parce que ça manque un peu de régularité dans l'impact offensif, encore une fois. Et en fait, moi, ce que j'aimerais, et il y a quelques situations qui lui permettent d'avoir ça, mais qu'il ait vraiment des paniers qui lui sont automatiquement donnés soir après soir, entre guillemets, où on sait que Chet il va faire ça, il aura ce panier là, il aura 3 paniers comme ça, 2 paniers comme ça, là où J-Dub les a, concrètement. Chet les a pas encore forcément. Il y a des trucs qui commencent de se créer, un petit fade away, il y a un petit reverse, et après il y a le flare screen en haut quand il arrive en trailer pour qu'il puisse tirer à 3 points. Il y a des choses comme ça qu'on essaie de créer pour lui, mais c'est encore trop limité, je pense qu'on peut aller plus loin. Et après, rien que sur le match de ce soir, ou les derniers matchs, il y a certains flashs, tu te dis, ah, s'il commence de mettre des fade À la away passe. à la passe, ensuite tu as eu un moment là, bon, tu étais face à je sais pas quel two-way player des Mavs, mais il l'enfonce, il met N1, enfin tu te dis, bon, là on commence de causer un peu plus. Et après le match d'après, il arrive pas à enfoncer le premier meneur qui vient et tout, et tu fais, bon, bah ça, il y a encore du taf. Et j'en ai parlé un peu avec toi, Constant, et j'aimerais, et je pense que ça va arriver, qu'il utilise un peu mieux sa taille face à des joueurs plus petits. Et je pense que ça commence d'arriver petit à petit. À l'image d'un Wemby qui pour le coup est bien plus grand, et effectivement, mais qui utilise vraiment bien sa taille, je trouve. Je trouve que Chet peut s'en inspirer un petit peu. Donc la saison est monstrueuse. Hein. Le chantier est monstrueux. Et effectivement, dans 90% des saisons où il est rookie de l'année, bon, bah, cette année, ça tombe pas bien. Il y a un Il est joueur tombé tweeté sur en un joueur face. DH20, quoi. Ouais, Donc, ouais. c'est un peu embêtant. Mais au moins, il a tenu la comparaison pendant 2 mois. Si ça souligne pas Oui, le c'est vrai. niveau de Chet, C'est balèze, hein. il a tenu la comparaison pendant 2 mois. Mais tu as parlé justement du fait qu'il y avait des situations où il jouait pas sur sa taille. Il faut qu'il arrête de déclencher sa motion, donc sa mécanique de tir au niveau des hanches, quoi. Parce que si tu démarres de plus haut ta Hmm. mécanique de tir, tu auras peut-être moins des petits qui vont te contrer. Là. Quand il se fait contrer par Derrick White là, sur match face à Boston, il part de tellement bas son tir que c'est étendre le bâton pour se faire battre. Et c'est aussi pour ça qu'il galère face à des joueurs plus petits sur certaines pertes de balles. C'est que il part d'un petit peu trop bas, on va dire. Ouais, c'est vrai. Après, c'est dur à faire ça. Hein. Les tirs à la Nick Bien sûr. Batum dans le corner où il attrape la balle au niveau du visage, c'est un concept. Hein. Oui, Si voilà, vous jouez un Kyrie, peu, hein. si vous jouez au basket, ça c'est un concept à faire. Hein. Vraiment, c'est un des trucs pour moi qui est le plus irréalisable dans ce que font les joueurs NBA, je trouve. Mais ouais, mais je suis d'accord avec toi qui pourrait, bah, encore une fois, mieux utiliser sa table, mieux adapter sa gestuelle, etc. C'est un Batum, rookie, quoi. Donc, c'est Ouais. impressionnant, Batum, hein, ce qu'il fait avec ça d'ailleurs. Il y a Jeremy Grant qui le fait aussi, qui le fait pas Ouais, mal. un peu moins fluide, Et mais ouais, moins fluide. Non, mais Batum, c'est vraiment fort, ah, hein, pour le coup. c'est super fort. C'est vraiment balèze. Mais ouais. Et puis je trouve que Chet, au fur et à mesure de la saison, j'ai plus vu faire des gros dunks en pleine course, des trucs comme ça, des Mhm. trucs Mm. plus agressifs au panier. Ça, c'est plaisant aussi. De le voir quand On il a prend la arrêté de balle, tu vois l'utiliser comme Muscala. À un moment, Ouais, on s'est voilà. dit, on va peut-être l'utiliser en tant que roller, ça marche bien aussi. Ouais, puis, Ouais. bah, il est Après, terrifiant en fait quand il il avait est peut-être panier. besoin de reprendre confiance et de reprendre du rythme hein, aussi, hein, parce qu'il n'avait pas joué longtemps, ça allait peut-être avec lui, quoi. Ouais, carrément. Mais du coup, c'est rassurant. Et puis, il y a son speed move, finition main gauche aussi. Je me dis que s'il arrive à être régulier sur ce move-là, il est très dur à défendre, hein, ce truc-là, quand même. Hein. Ouais. Bon, très positif sur Chet. On continue avec le shooter fou du roster, Isaiah Joe. Je vais commencer. Moi, c'est simple. Les attentes d'Isaiah Joe, j'ai regardé ses pourcentages à 3 points. Il est un peu mieux que l'année dernière. Je suis satisfait. C'est aussi facile que ça. Il n'y a pas beaucoup de mois où il est passé à travers et qu'un mois, si je ne me trompe pas, c'est décembre ou janvier. Et où d'ailleurs on en avait parlé, je crois, avec toi, Constant, où moi j'étais un peu insatisfait et que je trouvais que bah, si tu mets plus de 3 points, il était un peu moins en rythme sur même le reste du jeu à ce moment-là. Je trouvais moins intéressant de le faire jouer.
Là, pour le coup, il a été très régulier toute la saison. Sur la fin de saison, je le trouve un peu plus impactant là sur le dernier mois. Et puis, ben, il a une bonne note parce qu'il shoot bien, mais parce il développe de plus en plus le reste du jeu. Le jeu off-ball. Bon, on reviendra pas sur les quelques dunks qu'il a mis, mais tu te dis, bon, il y a un potentiel pour aller finir au cercle. C'est assez exceptionnel. Non, Ok, c'est vraiment ouais. un role player très important et qui s'affirme de plus en plus et qu'il faudra garder le plus longtemps possible et qui va parfaitement bien à côté des autres. Son manque de force physique m'embête un peu, mais il le compense. Bon, encore une fois, on dit toujours la même chose, par tellement d'intensité que voilà. Mais peut-être qu'il fera l'objet d'une vidéo à la Ron Wiggins prochainement pour montrer, bah, on dit tout le temps qu'il a progressé dans d'autres aspects, mais le montrer un petit peu. Mais voilà, je lui ai mis 14,5, donc un peu plus que Dort, un peu moins qu'un autre role player si je me trompe pas. Ou j'ai mis 15 à Dort, non je sais plus. Mais une saison très positive pour jouer, hein. Il est dans ses standards, voilà. Il a pas percé complètement le plafond et a pas passé les 10 points de moyenne par exemple ou d'autres choses, mais complètement dans ses standards, donc très bien. Ouais, c'est super Isaiah Joe ce qu'il fait. Moi j'ai mis 14, comme au bout de 20 matchs, c'est une saison très satisfaisante. Alors déjà, comme dit dans le chat hein, par Kamel, merci Philadelphie. C'est toujours important de le rappeler. Merci Doc Rivers d'avoir fait jouer Furkan Korkmaz. Merci Daryl Morey d'avoir suivi l'avis de ton coach et d'avoir envoyé Isaiah Joe à Pôle emploi, ce qui nous a permis de le récupérer. Ah, c'est très bien ce qu'il fait. Pensez aussi pour Jeff Green qui a pris un poster dans la tronche monstrueux. Mais ouais, non, c'est super. Isaiah Joe, voilà, il fait partie des shooters élites de la ligue, hein. Il est défendu comme un shooter élite. Quand il a des espaces pour shooter, ça rentre très souvent. Comme tu l'as dit, il a eu un coup de moins bien à un moment donné dans la saison. Le moment qui m'avait le plus gêné, moi, c'était le moment où il prenait quasiment plus de 3 points. Il était vraiment défendu Hmm. au corps quoi, par les adversaires, mais il trouvait pas de spot pour déclencher des tirs. Donc ça, c'était le plus embêtant. Mais globalement, très bonne saison. Et comme dit, il est très cohérent défensivement. Et en attaque, il fait beaucoup de choses. C'est une pile électrique à Isaiah Joe. Et moi, j'avoue que très, très grand fan. Il attaque le panier, il cut tout le temps, il pose des écrans, il propose toujours beaucoup de choses. Et alors, c'est un style de jeu qui fait qu'il va pas pouvoir jouer 30 minutes. Hein, mais s'il est C'est vrai. capable de donner en playoff, allez, 20 à 22 minutes avec autant de peps, autant d'énergie et avec autant d'impact au tir, bah, c'est un joueur précieux pour OKC en fait. Donc ouais, très, très content de la saison d'Isaiah Joe. Alors, on parle vraiment back-to-back, mes deux joueurs favoris de l'effectif du Thunder. Quoi. Ça, c'est bien. Il faut garder cet ordre alphabétique, en fait. Non, j'ai mis 14 à Isaiah Joe parce qu'il y a l'efficacité au tir, mais la défense est quand même vraiment meilleure cette année que ce qu'elle était l'an dernier. Hmm. Il est beaucoup moins ciblé. Enfin, t'avais déjà moins ça l'an dernier, mais t'as vraiment plus les possessions de handball là où tu fais attaque-défense, où tu le sors. Il y a certains matchs où il finit, en fait, tu fais bon, pas de problème. Voilà, je trouve que au rebond, enfin, je le dis à chaque fois, mais c'est l'un des meilleurs rebondeurs. Je trouve que il a réussi un petit peu à évoluer sur le fait qu'il n'est pas tout le temps à 3 points. Voilà, il y a des situations où quand les défenseurs sortent fort sur lui, eh ben, il va driver, il va prendre un pull-up à mi-distance ou un catch and shoot. Donc ça, je trouve ça intéressant. Il a le poster de l'année. Hormis des game winners, c'est le highlight de l'année côté OKC, hein, ce Ah bah poster clairement. sur Ah Jeff ouais, ouais, Green. ouais. Il est monstrueux. Ouais, Et Jeff Green qui, il y a 48 heures, s'est mangé un poster de Scott Anderson aussi. Le Jeff Green qui était habitué à postériser des gens. Et là, pour le coup, tu sens qu'il y a le poids des années qui commence à rattraper. Mais non, moi j'ai mis 14. La complémentarité avec Shea, je la trouve excellente. Donc non, pour moi, c'est du Isaiah Joe dans le texte, mais avec une progression en défense qui augmente un petit peu la note globale. Et très curieux, lui, de ce qui va se passer en playoff, parce que potentiellement, il peut te faire tourner un match Ouais, sur une série, je suis si jamais il d'accord. est capable de prendre feu. Je suis d'accord. Même si c'est pas arrivé depuis un petit moment, juste deux choses que je voulais ajouter. Donnez-lui des situations comme à Lindy Waters. Là, il y a une action là ce soir Ouais, où il a deux écrans, il a un tir en mouvement. Alors, soit Isaiah Joe ne sait pas faire, mais ça m'étonnerait. Soit donnez-lui ça, sans déconner. Arrêtez de le faire jouer juste des mains à main avec Jalen Williams et faites-lui jouer autre chose que ça. Ou juste des ghost screen. Je pense qu'on peut un moyen de l'utiliser comme ça parce qu'on le fait avec Waters, qui a toujours des passes droits. Ça me paraît incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Et après, ce que j'aime bien avec. faut prendre des practice shoots. Là. Il y a la finale de G-League, là. Il y a le Game 7, enfin le Ouais, Game c'est 3 de la ça, finale de c'est G-League. ça. Donc faut qu'il reste chaud. Et après, ce que j'aime bien avec Joe, enfin, ce que j'aime bien et ce que j'aime pas, c'est qu'il y a des fois, on le voit très peu sur certains matchs. Parce que, comme l'a dit Tom, il est bien défendu, etc. Donc, il va pas forcément avoir d'impact offensif, mais il peut se révéler à n'importe quel moment.
Et je prendrais l'exemple du match contre Charlotte, si je me trompe pas, où on est dans la merde jusqu'au cou, et on se débrouille à la fin, il met deux énormes tirs à 3 points, il gagne un ballon sur une rotation défensive, et en fait il plie le match, c'est contre Charlotte ça, oui je crois bien. Et il plie le match comme ça, Oui, oui, Ah, c'est c'est Charlotte. Charlotte, ouais. et tu te dis, bon bah en fait, à ce moment-là je faisais le recap, il était dans mes négatifs en mode il a rien apporté, il est passé direct dans des plus gros plus parce qu'il a tué le match en deux actions. Et ça pour moi c'est très positif, mais dans un sens il pourrait avoir un peu plus d'impact régulier, un peu plus en profondeur, plus de fond quoi. Et je suis d'accord avec toi Constant sur le fait que lui à tout moment il fait tourner un match de playoff. C'est typiquement le profil qui peut sur un match Mm. t'en mettre 25 et en fait tu gagnes ce match là parce qu'il il est sorti de sa boîte. 25, c'est beaucoup. Mais il peut Ouais, t'en mettre 17. ouais Comme ce qu'il a 17. mis face à Phoenix. Hmm, Non, même des stretch, hein. Un petit moment de 1 minute 30 où il plante 3 sur 3 à 3 points. hmm, Tu vois, c'est il vrai. prend et hop, tu momentum, tu fais un petit run et ça peut être important, hein. Le maximum qu'il a mis cette saison, c'est 23, c'est le 7 sur 7 à GS là, Bon, niveau après des il avait points. pris Donc que des 25, il avait pris que là, les des temps de jeu seront peut-être plus élevés. Mais ouais c'est ça. À voir effectivement. Passons dans les W maintenant. Il y en a pas mal de joueurs ok si en W, ne vous inquiétez pas. Cason Wallace, d'abord le second rookie, mais pas des moindres. Tom, combien tu l'as mis à notre chouchou de la draft? Il faut le rappeler. On l'avait dit. Non, Important de flex. Important de flex parce que je dis de la merde des fois sur la draft, mais Kayson Wallace, attention, hein. Hmm. tout le monde en dit. Pas grave. Oui. D'ailleurs, j'espère que Kobe Buffkin va jouer un jour à Atlanta parce que c'est pas le. Il jouait, il jouait, attends, là, le dernier match, là, celui que les Wolves où ils se font taper, enfin, où les Wolves tapent les Hawks, il y avait Kobe Buffkin et Jay Griffin en même temps sur le parquet. Ah, Alors là, enfin, j'étais C'est content. vrai qu'il y a des J'ai mecs, il y a réussi. des mecs qu'on a hypé l'année dernière ou les autres années ils n'ont même pas joué. Genre de la saison. C'est Ah, incroyable. c'est la draft, hein. Oui, ouais. Après, c'est Atlanta aussi, hein. Oui, c'est vrai. Atlanta, c'est pas cadeau, hein. Mm. Mais ouais, bah, Kayson Wallace, 14. Comme Isaiah Joe, c'est nos deux joueurs les plus impactants et, enfin, sur la durée de la saison, nos plus impactants pardon, en sortie de banc. Ouais, bah, Kayson Wallace, en début de saison, on se disait, ok, il va avoir quelques minutes, une petite dizaine de minutes pour se montrer, etc. Bon, bah, le mec, au bout de 10 matchs, il a mis tout le monde d'accord. Il joue 20 minutes de moyenne, c'est un joueur important de la rotation. Et il t'apporte des deux côtés du terrain. Il plante des 3 points, il défend, t'es très content. On a vu quand il y avait Shea et J-Dub qui étaient absents, un petit peu de Kayson Wallace à la création, voir ce que ça donnait. Bon, ça reste quand même, il y a du boulot encore. Mais pourquoi pas à terme développer quelque chose. Mais en tout cas, il est très important pour OKC et il fait une super saison rookie. Je le vois quasiment jamais cité dans les All Rookie Team, ça me scandalise. Ouais. Quand je vois d'autres noms à la plage, je me dis que Kayson Wallace, quand même, c'est un mec qui a joué 82 matchs aussi d'ailleurs, Kayson Wallace. 82 matchs à 20 minutes de moyenne dans une équipe très performante, c'est quand même pas rien. Ouais, j'ai pas beaucoup à dire sur Kayson Wallace parce que bah, il est impactant, il va avoir des minutes en playoff. C'est un joueur dont le style de jeu se prête bien au jeu de playoff et qui peut être un joueur de rotation important. On va voir comment il va répondre parce qu'il a 20 ans, donc ça va pas forcément être évident de répondre présent, mais en tout cas, ouais, très bien, Kayson Wallace. Comme Isaiah Joe, 14, on a des joueurs impactants. Et le peu de fois où on a vu Kayson Wallace titulaire, ça s'est un peu tassé sur les dernières fois où on l'a vu titulaire, mais surtout en première partie de saison, il était assez intéressant. Donc à voir s'il n'y a pas un truc à creuser à ce niveau-là, côté OKC. Moi, Pas je mal vais- le futur cinquième titulaire du Thunder. Là, en plus. Ah, Pas sûr. plaisante. Tu parles bien. Ah, moi, Ah, je vais- ouais, bah, du coup, Vas-y, je vas-y, vais Constant. embrayer. Non. Mais Ah, oui. ouais. Je vais embrayer sur la note. Non, moi j'ai mis 15 à Kayson Wallace. J'ai mis la même note que chez. Voilà, comme ça on pourrait me traiter des grilles que sur chez. Parce qu'en fait, 82 matchs. Et lui, pour le coup, voilà, si vous allez réécouter sur la draft, j'étais pas le plus chaud sur lui. Me souviens au moment de la Summer League, là, le premier match de Summer League où il plante 6-3 points. J'avais dit Alan Guillou, il a usé tout son stock d'adresses pour la saison régulière. Il finit à 41% à 3 points sur la saison. Ouais. Donc non, il avait encore de l'adresse en réserve. Même si ça s'est un peu tassé là sur la seconde partie de saison, je trouve un peu moins en réussite sur ces 3 points. Faudrait que je vous retrouve le pourcentage exact, mais je trouve un peu moins en réussite. Je trouve qu'il se voit moins récemment. Tu vois, on voit plus du Wiggins, alors que généralement le meilleur joueur en sortie de banc sur la première partie de saison, c'est souvent lui. Là, je trouve qu'il est un peu plus transparent, il est un peu plus en difficulté. Ça arrive, c'est normal, c'est un rookie. Mais non, défensivement très intéressant, complémentarité aussi avec le reste de ton starting five, à voir comment vont se configurer les situations de playoff.
Peut-être que ce sera lui ton sixième homme, peut-être que ce sera lui le titulaire si jamais Josh Giddey ça marche pas. Donc non, très satisfaisant ce que montre Kayson Wallace. En fait, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire et ce qu'on voulait qu'il fasse. Il n'a pas forcément dépassé son rôle et c'est très bien comme ça. C'est exactement ce qu'il fallait au KC. C'est un robot, hein. Lui, pour le coup, c'est un robot. C'est pas un. Je sais pas comment t'as dit, un dégénéré comme Chet, c'est à lui, c'est un robot. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Il y a une célébration à 3 Faut points. qu'il C'est arrête tout. de manquer ses dunks par contre, hein. Parce que lui, Ouais, c'est un bah, spécialiste des dunks. il en a parfois. mis un beau là, cette nuit, enfin ce soir. Non, déjà, merci Kayson Wallace d'être aussi adroit dans les corners. Grand merci. Parce que tu es un des seuls à en prendre dans l'effectif. Et tu es peut-être le plus adroit. Il faudrait revoir les chiffres. Mais déjà, merci d'être aussi confiant et efficace dans ces corners-là et de les prendre aussi en rythme. Enfin, il y a une vraie confiance qui se dégage de ces tirs-là maintenant. Et même moi qui étais assez haut à la draft sur lui, je ne m'attendais pas à ça. Sur le tir, c'est vraiment une révélation. Ça, pour le coup, si ça peut se confirmer au fil de sa carrière, ça va devenir un excellent role player. Défensivement, il y a toujours un impact de nombre. Ils ont sorti la stat, je crois, il y a 2-3 matchs sur le nombre de ballons gagnés soir après soir. Il y a toujours 2-3 interceptions, un truc, un hustle play, un machin. Là, il y a un drive où il est à moitié passé par Jalen Hardy, il va lui mettre un contre, il part en contre-attaque. Enfin, il y a plein de positifs à chaque fois qu'il arrive à créer à chaque situation. Donc, ça, c'est archi intéressant. Et puis après, je le trouve lui aussi un peu à la Joe, mais c'est dans l'aspect plus athlétique qu'il ne paraît. Il peut monter assez haut, je trouve. Bon, il loupe des dunks comme tu dis, mais il va assez haut contre, il va assez haut au rebond. Lui, il peut presque protéger le cercle sur certaines situations, il n'hésite pas. Vraiment très intéressant là-dessus. Alors après, il y aura toujours cette question du plafond balle en main. Je suis peut-être un peu moins bas que toi, Tom, balle en main, où bah ouais, après il joue avec le fond du roster à côté de lui, mais il va te prendre un petit mi-distance, il va te prendre un petit step back et tout. Bon, c'est du flash de flash, quoi. Mais tu vois que le futur, ça va être ça pour lui, c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Constant. Peut-être qu'on va lui donner un peu plus la balle au fur et à mesure, qu'il pourra un peu plus être passeur, parce qu'on l'a peu vu dans ces situations-là, hein. À part 2-3 passes pour Chet, et c'est à peu près tout. Mais alors dans le role player, cette espèce de free and D à la main, bah, c'est parfait quoi. Pas spécialement bas moi, sur Kayson Ballon. Je me dis juste que c'est pas la priorité à court terme. Oui, Quoi. non, c'est Pas sûr. le truc que j'ai envie de Ah voir. non. Mais d'ici quelques années, voir ce que ça peut donner, pourquoi pas. Hein. Ah oui, après. Et Kayson Wallace, Vas-y, Tom. alors c'est pas du tout du jeu, hein, mais c'est très important d'avoir des belles célébrations quand on met des paniers. Et Kayson Wallace qui range son 3 points à la ceinture. C'est drôle, Parfait. c'est bien. Et non, juste par rapport à ce que tu dis, Constant, que c'était le meilleur en sortie de banc en début de saison, je suis plutôt d'accord avec toi. Et là, je trouve pas moins bon, c'est juste qu'il y a encore meilleur que lui. Un Wiggins qui va plus attirer la lumière et tout, mais c'est pas parce que c'est plus lui le meilleur joueur en sortie de banc qu'il n'est pas bon. Je sais pas comment c'est clair dans ce que je dis. Mais peut-être qu'il a moins après de Ouais, mais même gros au matchs global, à je l'ai son trouvé un actif. peu moins bon. Ok. Moi je trouve, ouais, je le Après, trouve c'est assez peut-être parce qu'on régulier, ouais. début de saison, il y a peut-être l'effet de surprise aussi. On Oui, s'attendait pas à ce qu'il c'est soit à vrai. ce niveau-là, là où maintenant on s'y attend un peu plus et où c'est pas le mec qui est au centre de l'attention. Ouais. Mais Je il lui est ai mis, régulier, quoi. je lui ai mis 15,5 du coup. Plutôt haut. Aaron Wiggins maintenant, avant de passer à nos chers Williams. Aaron Wiggins, je vais vous laisser commencer, j'ai assez parlé de lui dans d'autres vidéos. Vas-y Constant, combien t'as mis à l'homme qui sauve le basketball soir après soir? 15 aussi. J'ai fait un T'as fait tir un tir groupé, groupé, hein, ouais c'est ça. globalement, au niveau des notes. Il y a un tir groupé, vous allez voir. Non, mais en vrai, enfin, encore une fois, c'est ce que tu as dit en préambule, c'est que bah, t'es premier de conf, donc hormis Josh Giddey, Ouais. Gordon Hayward et un autre Williams qui aura, enfin même deux autres Williams qui auront des notes un peu plus basses, bah, tout le monde a des très bonnes notes, quoi. Donc non, Aaron Wiggins, en fait, le truc c'est que quand est-ce qu'il fait un mauvais match, Aaron Wiggins? Il arrive jamais. Jamais. Le mec fait jamais, C'est fait incroyable. jamais de mauvais match. C'est ça le truc, c'est que Aaron Wiggins, il est franchement pas meilleur que ce qu'il était l'an dernier. Enfin, il est pas beaucoup plus fort que ce qu'il était l'an dernier. Son rendement est pas beaucoup plus élevé que ce qu'il faisait l'an dernier. J'ai l'impression que cette année, particulièrement là sur le dernier mois, là, allez, sur les 2-3 dernières semaines, il fait pas un mauvais match quand il rentre et c'est encore plus frustrant. T'as envie de te dire, bah en fait, si t'aimes pas trop le fait d'avoir Isaiah Joe titulaire parce que tu trouves qu'il est trop petit, si t'aimes pas trop avoir Kayson Wallace titulaire parce que tu trouves qu'il est trop petit aussi, pour moi, Aaron Wiggins, c'est un peu l'espèce de joueur qui peut être. En fait, c'est peut-être lui le cinquième titulaire, théoriquement.
dans l'effectif du Thunder si jamais ça marche pas avec Josh Giddey. On a vu, il y a certains matchs où il termine, il y a des matchs serrés. Il me semble qu'il est là sur la fin de match face au Kings. Il me semble qu'il est dans le closing five. Donc voilà, moi je le trouve très bon. C'est à se demander pourquoi il n'a pas plus de minutes. Après, peut-être que c'est encore une fois une technique de le garder un peu caché pour le prolonger cet été, pas très cher, et du coup après lui mettre 28 minutes de moyenne la saison d'après. Et non, Aaron Wiggins c'est exceptionnel et j'ai hâte vraiment de voir ce qu'il va être capable de faire en playoff. Parce que lui, je pense que tu vois, autant Isaiah Joe peut te faire gagner un match, autant Aaron Wiggins c'est le genre de joueur où les supporters de l'équipe en face vont le voir et vont faire c'est qui là qui a mis 9 points à 3 sur 4 au tir avec 2 rebonds off. Là, c'est le mec qui sort un peu nulle part, ils vont faire c'est qui celui-là? Et en fait, c'est Aaron Wiggins. Donc, non, 15. Très bien. Ils vont bugger sur son prénom. Ils vont dire Andrew. Non, c'est pas lui. Ah, il est toujours Ah non, il est meilleur. Non, il est meilleur. Ouais, c'est bizarre. C'est lui le meilleur Wiggins de NBA en fait, finalement. Non, mais ouais, Wiggins, j'avais mis 12 au bout de 20 matchs parce que c'était intéressant. Il avait pas beaucoup joué. Il avait pas beaucoup joué au bout de 20 matchs, je crois. C'est ça. Et là, du coup, c'est ma plus grosse progression par rapport au live qu'on avait fait. Je lui mets 15. C'est impressionnant. Comme l'a dit Constant, il fait jamais de mauvais match, Aaron Wiggins. Il est tout le temps bon. Non, mais le match à Charlotte. Oui, il est tout le temps bon. Aaron Wiggins, si on veut un petit point stat, il a 56% de tir. Alors, je sais pas combien ça fait de 3 points en tout, mais il prend plus de 103 points par match. Il a 49% à 3 points. Aaron Wiggins, c'est une belle saison. On disait dans le chat que c'est le plus adroit à 3 points parmi ceux qui en ont pris plus de 100 sur la saison. Voilà. Ouais, il a 60 sur 124. C'est énorme. Ouais, c'est bien. C'est un beau pourcentage. Et tu l'as dit, Constant, le côté Aaron Wiggins titulaire. C'est vrai qu'en fait, ce qu'on demande à Josh Giddey, c'est d'attaquer le panier en premier lieu, d'être capable de sanctionner de loin et de défendre. Aaron Wiggins, c'est exactement ce qu'il sait faire. C'est exactement le profil du gars. Donc c'est vrai que le voir titulaire en playoff, d'autant plus qu'au play-in l'an dernier, il joue 30 minutes par match, Aaron Wiggins. Il n'y avait personne en même temps. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas Kenrich notamment, ça faisait chier. Mais oui, il avait 30 minutes et il était pertinent, quoi. Donc là, en playoff, on va le voir jouer et j'ose espérer qu'on va le voir jouer beaucoup de minutes parce qu'il est hyper important, Aaron Wiggins, en fait. En plus, il apporte, quand on parle du problème de taille, Aaron Wiggins, c'est un arrière-ailier, mais qui est plutôt de bonne taille. Je le verrais plutôt poste 3, tu vois. Donc il peut apporter un peu plus de taille, comme tu l'as dit, qu'un Cason Wallace. Non, ouais, c'est Aaron Wiggins safe basketball. Franchement, c'est tout le temps bon. Bon, j'ai fait la vidéo sur lui et il a confirmé ce que j'avais dit, même en plus grande quantité, j'ai l'impression, parce que ces derniers matchs, il a eu des matchs titulaires, il était encore meilleur. Il a eu des matchs vraiment où il a dominé, il a un peu porté offensivement sur certains matchs, même porté la balle, porté l'équipe quand Dub et Shea n'étaient pas là. Tu vois, contrairement à Gordon Hayward, lui, il a pris des responsabilités en plus de fou sur certains matchs. Et puis, honnêtement, qu'est-ce qu'il ne fait... Tu vois, toi, t'as dit Constant, quand il fait un mauvais match, jamais. Et qu'est-ce qu'il ne fait de pas bien? Bah, pas grand-chose, voire rien. Et c'est ça qui est assez fou, en fait. C'est que il rentre toujours avec une intensité assez folle. C'est peut-être pour ça qu'il joue pas tant que ça, j'imagine. Mais bon, je pense qu'en playoff, ça peut être le joueur qui a le plus grand différence de minutes entre la saison régulière et les playoffs. Si vraiment il est bon et que tu as besoin de lui selon le match-up, je pense qu'il peut avoir une grosse augmentation de minutes. Et puis après, en fait, c'est qu'il peut tout faire et dans une intensité qui est folle. Et une intensité où tu as l'impression que pour lui, c'est en marchant. Il mâche son chewing-gum, il est à 2 à l'heure, il est pas fatigué, il a défoncé tout le monde. Et ça, c'est assez incroyable à voir, que ce soit en rebond off, sur les contre-attaques, puis voilà, à partir du moment où un joueur comme ça, avec les skills qu'il a un petit peu balle en main, de finition près du cercle, s'il met à 50% à 3 points, bah là, t'as un role player, en fait, faut le garder. C'est un joueur qui, pour moi, effectivement, il n'est pas connu du grand public, mais les scouts NBA, un joueur comme ça, doivent aller le cibler, doivent aller le chercher. Donc j'espère qu'on fera le taf pour le conserver, mais ça, c'est un joueur ultra précieux pour moi. Donc, non, en fait, depuis son arrivée à OKC, il y avait toujours une petite fanbase. Un coup, il était bien, on disait, ouais, c'est un feu de paille. En fait, après, il confirme, après, machin, il joue pas, bidule. Mais là, vraiment, il est vraiment bon. C'est genre, mais effectivement, pourquoi il ne joue pas plus, etc. Il est vraiment très fort. Donc, je lui ai mis, En fait, il y avait le je lui ai mis côté, 16 pour finir, juste pour finir. il y avait le côté bon partout, mais élite nulle part. C'est un peu le C'est truc vrai. qu'on disait souvent, toi et moi. Mm. Bah là, comme il tourne à 49% à 3 points, là, pour le coup, c'est un peu élite. Et même sur ces situations tu vois, lui, pour le coup, c'est un joueur qui finit très bien près du cercle. Ouais. Sur ses drives, contrairement à Lou Dort, c'est quelqu'un qui gère très bien son corps, Ouais, qui a il est une très belle excellent. finition.
Après, est-ce qu'il peut être élite dans la polyvalence? Ça existe, ça? C'est ça. Un couteau suisse, un peu. Ouais, parce que pour Ça, moi, c'est ça ça, manque hein. quand même de qualité vraiment balle en main. Ouais, et bon, je le trouve de mieux en mieux là-dessus. Mais après, je suis d'accord avec toi qu'il est élite sur finition près du cercle transition. Et puis, s'il shoot comme ça, bien sûr, à 3 points, ouais. Mais je crois qu'à la draft, il était catalogué comme un arrière slasher, très bon finisseur au panier. Et ça se confirme bien. Ça se Il avait ressent. beaucoup Alors, de qualité. Hein, Alan Guillou de Santa Clara nous a envoyé le scouting qu'il avait fait pour Envergure à l'époque. Et dans les défauts, il y avait un joueur bon partout, mais élite nulle part, justement. Donc, C'est on l'a pas inventé. c'est voilà. très ça. Voilà. Et non, pour le coup, il a eu raison, hein. Et d'ailleurs, Alan, je crois, il croit depuis le début. Honnêtement, oui, il y a de quoi, Oui. il y a de quoi y croire. Il y a de quoi y croire. Et il a confirmé. Donc, Lucas aussi, il croyait, oui, l'ancien de la fort. maison. Très, très fort. Grand fan. Hein. Et lui, il est devenu un peu le chouchou de tout le monde en plus. Donc, il a fait son trou, honnêtement. Parlons du premier Williams, Jalen Williams, J-Dub, de son surnom. C'est à qui de commencer? Je vais commencer. Je lui ai mis 17,5. C'est ma deuxième meilleure note, juste au-dessus de Chet. En fait, il a fait cette saison en entier sur le rythme de sa fin de saison dernière. Donc c'est son usage, son temps passé ballon en main, ses responsabilités, son nombre de tirs, tout a augmenté. Et il a réussi à faire ça en augmentant son efficacité à 2 points et surtout à 3 points où il est élite, lui aussi pour le coup. Bon, ça on en a déjà parlé maintes et maintes fois. Donc archi satisfait de sa saison. Et puis on avait parlé de cet aspect un peu tueur, etc. avec Constant. Bon, le gars il est un des meilleurs joueurs dans le quatrième quart-temps maintenant cette saison. Bon, la réponse elle est actée. Voilà, merci pour cette take tous les deux. Merci, au revoir. Le gars est trop fort dans le clutch. Bon, non, mais honnêtement, la deuxième saison de J-Dub. Alors, il faudrait qu'il passe cette petite ligne de 20 points de moyenne qui te fait quand même qui a une petite barrière symbolique, j'ai l'impression. Et je pense qu'il peut le faire assez aisément. Et que des fois, ils sont un peu plus agressifs tout le match et tout. Mais honnêtement, là, le J-Dub, il a fait une énorme saison. Il a fait une énorme saison. Et même défensivement, où moi, des fois, j'étais un peu réticent. J'ai hâte de le voir en contexte playoff parce qu'à mon avis, il peut défendre très fort. On l'a vu sur certaines grosses confrontations, il est capable. Donc, non, là, je peux être que satisfait. Chapeau J-Dub, quoi. Ouais, bah, J-Dub. Alors, je suis content que Constant soit là parce que le live des 20 premiers matchs, j'avais des notes plus basses que tout le monde. Donc là, c'est cool parce que c'est cool. Constant, on a l'air d'avoir le même barème. Ça me plaît beaucoup. Mais ouais, bah, J-Dub, je lui mets 16. Donc c'est la même note que Chet. Deuxième Ouais. ex-aequo avec Chet. Ouais, bah, je lui ai mis 13 hein, au bout de 20 matchs. Donc pareil, hein, c'est comme Wiggins. C'est les deux qui ont le plus progressé. Euh, Dans le sens où au bout de 20 matchs, je m'étais dit ok, c'est bien, il est en train d'apprivoiser ce rôle de seconde option offensive. Il y avait des hauts et des bas, mais on sentait qu'il s'adaptait petit à petit à ce rôle-là. Bon là, il est bien adapté. Hein. Là, tout va bien. Dans le quatrième quart-temps, tu l'as dit, c'est un malade. Hein. C'est lui le clutch player of the year. Hein. J'en ai rien à cirer. Hein. Il te plante des trucs, mais oui, oui, je vois qu'on y a peut-être d'autres joueurs. Mais en tout cas, le plus clutch de KC, c'est J-Dub. Hein. Il n'y a pas de discussion, le mec est Le clutch incroyable de à chaque toute fois. la NBA, c'est J-Dub. J'en ai Ouais, parlé pour moi, c'est dans pourquoi ils gagneront pas à Dunk Hebdo. ouais, mais bah ouais, bah, pour moi, c'est le clutch player en tout cas of the year. Mais dans tous les cas, c'est qu'il y a beaucoup de trucs de chez, c'est peut-être le clutch player of the year, il est trop fort en quatrième quart. C'est J-Dub, hein, le plus clutch de KC. Il est létal à mi-distance. Alors, il en prend pas tant que ça par rapport à son volume de tir, mais il a quasiment 43% à 3 points. C'est un des plus hauts pourcentages de la NBA. Enfin, vraiment, il est excellent. Tu l'as dit, Pierre, il y a eu une vraie progression défensive et en playoff, on va peut-être pouvoir le voir défendre fort, voir les match-ups. Voir les match-ups, mais s'il y a un mec un peu trop grand pour Lugansdort, est-ce que ce serait pas J-Dub qui se le coltinerait en match-up défensive? Enfin voilà, il a step up même en playmaking, il y a des vraies bonnes choses. Sa relation avec Chet Holmgren, c'est lui, hein, c'est lui le mec qui met le plus en valeur Chet Holmgren via notamment du pick and roll, des loops, etc. Non, bah, il est excellent. Tu vois, je disais que Chet c'était le deuxième joueur le plus important parce que c'est l'encre défensive, mais peut-être pas le deuxième meilleur joueur parce que J-Dub évolue à un niveau qui est vraiment impressionnant. Je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là dès son année sophomore, perso. Allez, on va noter à l'émotion. Tu avais mis 17, je vais mettre 18.
Oh là là. J'avais mis 17, je vais Ouh mettre là. 18. Alors là, notez bien. Faites un clip. Non, La meilleure non, note de notre. mais non, mais en fait, pourquoi? Parce que quand on avait fait les attentes, le live attente de début de saison avec Pierre, on était tous les deux à se dire, calmos, il y a Hmm. énormément de hype autour de Jalen Williams, calmez-vous. Et en fait, moi, ce qui me fait lui mettre 18, c'est pas tant la progression statistique, parce que voilà, il met quoi, 4 points de plus que l'an dernier, il doit y avoir une passe et quelques rebonds. C'est les moments marquants, c'est l'impact qu'a J-Dub sur les matchs. C'est-à-dire que J-Dub est passé d'un joueur, on disait l'an dernier, il se cache dans le clutch, à le meilleur joueur de toute la NBA à l'EFG sur les matchs dans le clutch. En pull-up, sur les 40 joueurs qui ont pris le plus de tirs en pull-up à l'EFG, il est deuxième de toute la NBA. Il n'y a que McCollum qui fait mieux. Quatrième quart-temps, il y a des situations de take-over. Défensivement, il a énormément progressé. Non, je trouve qu'il y a vraiment des matchs où Shea faisait une énorme perf, il était à 35 points, mais quand il fallait conclure, c'était J-Dub qui était le porteur de balle. La fin de match face aux Celtics, la fin de match face aux Kings, mais quoique, non, Shea met un gros tir aussi face aux Kings. Mais il y a plein de situations, en fait, on a donné des ballons à J-Dub balle en main et c'était Shea qui venait poser un écran. Donc, au-delà de l'aspect statistique, je trouve que c'est vraiment le leadership et l'impact colossal qu'il a eu sur certains matchs de KFC, même en mettant que 20 points, parce que en fait, bah, il mettait 13 points dans le quatrième quart et OKC ne coulait plus sur les minutes sans Shea. Donc ouais, pour moi, c'est 18. La saison, elle est extrêmement satisfaisante. Alors après, comme on peut dire, le packaging est quand même très beau parce que il est aussi fort au niveau de ses pull-ups. C'est-à-dire que je suis pas sûr que J-Dub restera deuxième de toute la NBA en réussite sur ses pull-ups la saison prochaine. Donc là, forcément, ce sera un peu moins bien. Il est un peu fâché avec son tir à 3 points, justement, Pierre t'en parlait. Là, Hmm. il me semble qu'il est à 35% là, depuis un bon mois. Un peu fâché avec son tir à 3 points. Faut qu'il aille un peu plus au cercle une fois de temps en temps. Faut qu'il aille chercher peut-être un peu plus de lancers, un peu moins systématiquement dans le mid-range. Mais comme il met quasiment tous ses mid-range, on va pas lui reprocher. Donc voilà, 18, très très bien, très très bien. Et pour moi, c'est pas le deuxième joueur le plus valuable, mais c'est assez largement le deuxième meilleur joueur de KC. Là où quand on avait fait la FAQ de Noël, je disais que c'était Chet. Je trouve que J-Dub depuis 2024 a pris une ampleur qui est quand même assez colossale. Ouais, pour le coup, la hype est justifiée et de plus en plus grande d'ailleurs. Tu vois, tu parlais de la hype, c'est de pire en pire quoi. C'est devenu un Mm. peu le chouchou à suivre, etc. Le futur All-Star, peut-être encore plus que Chet, je trouve. Oui, parce que dans le caractère, il est beaucoup plus explosif, tu vois, c'est Hmm. lui il en a parlé, il a dit qu'il adorait Westbrook, ça se voit, c'est un peu trash talker, un peu d'explosivité, c'est lui Il qui va joue haranguer la beaucoup, enfin, foule, c'est il lui qui joue va. le plus avec le public, voilà, Hmm. donc c'est un peu lui. C'est bien, c'est un homme de goût, il aime bien Westbrook. Ça, c'est Ouais. toujours bon à noter. T'es fait pour venir au Ah, Kessie, toi. et puis, oui, c'est ça. Ah, mais le point qui est ultra important avec le développement de J-Dub, c'est les minutes sans Shea. Bah, on tremble pas. Les Ah ouais. débuts de quatrième quart-temps sans Shea, des fois on fait des runs. On fait exploser l'équipe de 10 points parce que J-Dub il plante 3-4 tirs de suite, il fait les bons choix balle en main et en fait c'est une alternative très solide pendant que Shea est sur le banc. Donc c'est ce qui fait qu'OKC gagne autant de matchs, hein. C'est que tu as une seconde option qui. Il y a eu quelques soucis de blessures dans la saison, mais très peu. Enfin, globalement, J-Dub il a raté quoi, 10 matchs et Shea en a Ouais, raté un attention peu. aux chevilles quand même, hein. Hmm. Ouais, Les voilà, chevilles, elles ont il a l'air des d'être petites un peu pourries, fragilités. hein. Faut faire gaffe à ça, mais globalement, il a raté une dizaine de matchs et on a raté un peu moins, je crois. Bah, si tu Mm. peux compter sur deux options comme ça, balle en main, pour driver ton attaque et que tu en aies tout le temps un sur le terrain, bah, c'est très compliqué à défendre pour les adversaires. Ouais, puis les deux ensemble. Enfin, ce que nous dit aussi Kamel, il bénéficie quand même de l'attraction de Shea et ça l'aide aussi sur pas mal de situations, mais il a réussi à s'exprimer même sans Shea. Donc non, non, mais la saison de Ouais, les minutes J-Dub, dans le quatrième quart, ouais, Shea, c'est il est pas souvent là, sans hein. Shea. Et même d'ailleurs, des fois, il prend. Si Shea lui a laissé la balle, on en a parlé l'autre fois, Shea lui laisse la balle. Lui pose écran et Ah, on regarde J-Dub faire. c'est ce que j'ai dit là tout à l'heure. Ouais. Pierre qui n'écoute pas ce qu'on Si, si, dit. j'ai dit, Qui mais dit- je reprends ce que t'as dit, mais j'ai bien entendu. Ah, je crois Mais. que tu disais la Non, j'ai dit dernière fois justement, quand tu comme t'as dit parlais tout à de. l'heure, ça confirme ce que je Bah, viens de c'est te dire. moi qui écoute pas en fait. Non, non, mais t'inquiète, non, mais il n'y a pas grand chose à dire en fait. On attend les playoffs, voir s'il arrive à. Encore une fois, on a dit ça pour plein de joueurs, mais il va falloir confirmer maintenant sur au moins le premier tour et on verra par la suite quoi. Non mais le plafond c'est lui quoi. Le plafond de Casey en Hmm. playoff cette saison c'est lui. S'il joue comme s'il est clutch, enfin voilà, je répète ce que j'ai dit dans la preview trop longue de Dunkebdo, mais
s'il est clutch, s'il est capable de gérer les minutes sans chez, sachant qu'il y en aura moins, ok, s'il peut Ah ouais. regarder toutes les équipes de l'Ouest dans les yeux. Ce sera le grand débat des minutes, ouais. Je pense qu'on a le temps d'en parler. Euh, Deuxième Williams, Jalen, à ne pas confondre comme fait ESPN encore les trois quarts du temps. J'espère que ça sera plus le cas pendant les playoffs. Jalen Williams, J-Will. Bon, un peu plus difficile que son homonyme, si je peux dire, même si c'est pas son homonyme. Constant, combien tu lui as mis? 10, j'ai mis la moyenne. Et pourtant, c'est plutôt généreux hein, quand vous connaissez un petit peu mon Mm. appréciation générale de Jalen Mm. Williams. Ouais. Je suis vraiment pas fan du joueur. Pour moi, l'axe d'amélioration du roster, il passe par là. Enfin, il passe sur ce poste-là, globalement. Même si, voilà, pour le groupe, il est vital. Voilà, il sourit, il fait aboyer Nick Gallo sur les interviews d'après-match. C'est Enfin, c'est exceptionnel, vrai que t'as envie d'être exceptionnel. pote avec Jalen Williams. De ouf. T'as envie d'être pote avec Jalen Williams. Mais le problème, c'est qu'il faut jouer au basket derrière. Et que quand tu joues au basket derrière, ouais, il y a quelques lectures qui sont intéressantes. Mais défensivement, je trouve il souffre encore énormément sur des situations de drop, par exemple, où il se fait quasi systématiquement sanctionner. Pardon. Même en attaque, il a un peu perdu de son adresse à 3 points. Il était à 41% l'an dernier. Il est à 36% cette année sur le même volume de 3 points tentés. Donc ouais, je trouve que c'est un peu mieux ce que ça n'a pu être en début de saison. Je Mm. trouve qu'il termine un peu mieux la saison que ce qu'il avait débuté, où c'était vraiment très mauvais en début de saison. Mais voilà, pour moi, c'est assez décevant parce qu'il y a toujours cette problématique défensive et en attaque, il n'est pas suffisamment impactant. Alors oui, tu as quelques situations de dribble end-off, tu as quelques situations où il est un peu dos au panier, il va faire une espèce de passe avec rebond pour un mec qui va cutter, mais je trouve que c'est globalement assez insuffisant. Et je pense que c'est pas forcément ce dont tu as vraiment besoin en backup de Chet du côté d'Okessi. Voilà. Mais après, il a été là il y a certains matchs où il défend mieux que Chet, hein, sur des gros pivots vraiment où Chet a galéré sur de la défense du post-up, on l'a mis pour défendre. Mais c'est arrivé assez rarement quand même. Ouais, Jalen, moi j'avais mis 10 à la base et là je suis monté à 11. Parce que, tu vois, défensivement, c'est vrai que c'est toujours compliqué, mais je trouve il y a un peu de progression. On a vu plus de séquences de protection de cercle de Jalen. Alors ça reste des flashs, hein, mais c'est des séquences quand même intéressantes qu'on voyait pas, ne serait-ce que dans la première partie de saison. Il est toujours très utile en fait pour défendre les gros intérieurs adverses en match-up direct. Quand il y a, je sais pas, Sabonis, Embiid, Jokic, des mecs comme ça qui auront beaucoup la balle en main Mm. et qui ont du poids dans la raquette, c'est très pratique d'avoir Jalen Williams qui peut leur résister physiquement et d'avoir du coup Chet en seconde lame dans son rôle préférentiel pour venir contrer tout ça. Euh, En attaque, c'est vrai qu'il ne rentre pas les tirs. Moi, je ne suis pas très surpris que son pourcentage ait baissé. L'an dernier, ça ressemblait beaucoup à un coup de chaud, sachant qu'à la fac, il ne rentrait pas ses 3 points. Ouais. Là, on est plus sur des pourcentages classiques de Jalen, je pense. C'est du 36%. Et c'est un mec qui est pas beaucoup respecté, toujours un peu plus que Guidi, mais c'est quand même un mec qui est souvent laissé ouvert. Et qui, même en étant grand ouvert, des fois va faire une extra passe ou quelque chose comme ça. Ça peut être problématique. Pour sa progression, je lui mets un poil plus de la moyenne, mais globalement, je suis assez d'accord avec toi, Constance. C'est le point de progression d'OKC. Et selon l'adversaire qu'aura le Thunder au premier tour, son temps de jeu peut beaucoup varier. Ah bah si c'est Anthony Davis, Voilà, si tu as un gros intérieur, il va jouer 15-20 minutes. Si tu as moyen de jouer petit avec Kenrich en 5, tu vas jouer petit avec Mm. Kenrich en 5. Donc, et il peut ne pas avoir le terrain sur certains matchs. Donc, moins voilà. là du coup, vu comment l'Ouest est façonné, moins. Au premier tour, moins, parce que du coup c'est Pels, Lakers, Warriors, et Kings. Ouais, ça me Donc paraît un peu moins pour eux. t'as toujours un peu une match-up pour lui, Mm, mm, sauf mm. si c'est Ouais, les c'est ça. Warriors. C'est ça. À voir comment il va répondre en playoff. Mais c'est vrai qu'il y a des questions autour de Jalen Williams, même si je trouve qu'il progresse dans son jeu par rapport à l'an dernier. Euh, pour moi, j'étais un peu plus généreux que vous, même si je vous rejoins sur tous les arguments. J'ai mis 12. Et je rejoins un peu ce que dit Kamel. Il dit que dans l'ensemble, il le trouve mieux que la saison dernière, même si il y a encore plein de problématiques, etc. Je suis d'accord avec toi, Tom, que l'année dernière, il y avait un peu un feu de paille, notamment au tir, voilà, qui était un peu en surconfiance. Il avait de grosses responsabilités, c'était pas prévu. Voilà. Là, je trouve qu'il a eu une adaptation de rôle un peu difficile quand même, parce que quand tu dois passer avec des minutes assez faibles, ou même d'être juste un joueur de match-up derrière Chet, qui a changé complètement la défense, enfin, pas mal de choses assez compliquées. Et il alterne le bon et le moins bon, honnêtement. C'est un peu dépendant de son tir, bien entendu. Quand il met dedans, etc., ça peut être un vrai plus.
Mais il a un peu plus que ça en attaque, hein. De moins en moins, on l'utilise en passeur et tout. On lui donne la balle poste haut et on tourne autour de lui. C'est un peu tout ce qu'on fait. Des fois, c'est un peu stérile. Parce qu'il y a pas mal de matchs où il refuse de dribbler, il refuse d'aller au cercle. Et il l'a fait un peu plus là, récemment sur les derniers matchs. Tu vois qu'il a un bon toucher, qu'il est capable de le faire. Mais c'est encore assez pauvre. Après, défensivement, en fait, il est même pas bon. Il compense le manque sur le jeu post-up, comme vous avez bien dit, s'il y a des gros joueurs en face. Après, sur pick and roll et sur le reste, ouah, c'est un peu plus dur. Il a certes augmenté complètement, je sais plus combien combien de fois il a doublé ou triplé son nombre de comptes de la saison dernière. Il en a mis bien plus, mais il y a bien moins de passages en force. Il est en train aussi d'adapter lui son jeu à la NBA, ce qui lui est demandé. Mais c'est encore un peu juste défensivement pour le faire jouer soir après soir en tant que backup pivot. Alors, t'as des solutions, comme tu as dit Tom, en small ball, etc. Mais ouais, est-ce que c'est vraiment le poste où il y a le plus gros manque pour le Thunder? Bah, c'est assez faible au final comme manque si c'est juste un backup pivot, hein. Mais ça peut avoir une importance avec un pivot comme Chet en première option, qui a des avantages forts et des problématiques, c'est un grand mot problématique, assez fortes, où tu peux être en difficulté. Et c'est pas Biombo et Muscala qui vont te corriger ça, vu l'état physique des deux joueurs, disons-le. Mais ouais, sur sa saison en entier, je suis ni content ni pas content. J'ai dit bon, ok, voilà. Et après, effectivement, il y a l'aspect groupe où il est vital, hein, mais ça, c'est un autre problématique, ouais. J'ai quand même, juste pour finir, tendance à croire qu'il y a un avenir NBA pour lui, si c'est OKC ou pas, mais pour moi, c'est un joueur NBA ce jour-là. Oui, après, c'est pas tant enfin, oui, enfin, si on résume de manière tribale, c'est pivot backup, sauf que c'est plus de la protection de cercle secondaire et la capacité à défendre le post-up. C'est-à-dire que, oui, c'est un mec qui peut. Enfin, la problématique pour OKC, c'est que, selon moi, t'as pas d'alternative. C'est-à-dire que quand l'alternative c'est Jalen Williams, bah, du coup, au niveau des match-ups sur la défense du post-up, tu peux pas t'adapter. Et il faut que tu aies un joueur qui puisse être en renfort, même si c'est qu'un pivot backup, qui peut quand même être important. Après, le post-up, est-ce que c'est le truc le plus important à défendre? Bon, après, ça dépend de ta match-up. Quand il y a Jokic. Oui. Bon. Et puis même, c'est l'impact physique sous le cercle qui est le plus important à défendre. Et on sait que c'est le point où Chet il peut se faire sanctionner à ce niveau-là. Donc c'est sûr que Jelly aura une importance. Et tu vois, sur des matchs où Chet a des problèmes de faute, parce qu'il a beau être un excellent défenseur, bah, vu le rôle qu'il a, il s'expose au fait d'avoir des problèmes de faute. Donner des minutes rapidement à Jalen Williams, c'est pas le truc qui me rend le plus serein. Donc on verra quand se passera en playoff. Hein. Et qui on joue déjà? Oui, et t'as parlé de Biombo Muscala. Petit message à Marc Daignault, tu arrêtes de faire rentrer Mike Muscala pour mettre des tirs. Il ne rentre plus rien, Mike Muscala. C'est son nouveau Waters. Oui, il a le même traitement que Waters, il rentre que pour les attaques. Ouais, ça me fait rire. Alors il met les deux. Hein. Des fois, il met les deux. Hein. Il faut arrêter. Parce que Waters, des fois, ça rentre. Muscala, il ne rentre plus rien. Muscala, c'est plus un joueur NBA. On arrête. Il est là pour faire la cheerleader. On est très content. Mais pas plus. Ah, c'est dur. La descente aux enfers de Muscala, physiquement, et dans le. C'est. Mais bon. Mais c'est l'un des trois seuls joueurs qui étaient présents dans l'effectif du roster la dernière fois qu'OKC était en playoff. Ouais, Lou Dort chez Mike Muscala. Il y a eu un petit décalage quand même. Dernier joueur. Tu m'étonnes que les fans des Wizards se plaignaient avec Mike Muscala. Ouais. Je comprends mieux. Dernier joueur, Kenrich Williams. Le mulet, le dernier des Williams. Tom, vas-y, combien tu lui as mis à ce bon Kenrich? Je pense que Constant et moi, on sera pas forcément très positif. Enfin, positif si, mais pas très grosse note. Alors, l'ex-mulet, Kenrich, oui, c'est le drame de cette saison. Et d'ailleurs, il s'est fait une coupe à un moment donné où il s'est tondu que entre les deux. Ça n'avait aucun sens. Juste pour le bandeau. Juste pour que ça colle au niveau du bandeau. Et oui, c'était pour mettre le. C'est horrible. Kenrich, faut trouver un nouveau coiffeur. Hein. C'est pas normal. Mais non, au-delà de ça, niveau basket, 12. 12, c'est une bonne note. C'est entre J. Will et Dort. Je suis rassuré par Kenrich. Au fur et à mesure de la saison, ça va de mieux en mieux, je trouve. Physiquement, je suis rassuré par Kenrich. Il met des contres. Des fois, il monte pour mettre des contres. C'est un truc que je pensais ne plus le voir faire parce qu'il avait l'air d'avoir pris cher au niveau du dos. Et que c'était pour ça qu'il jouait plutôt à l'intérieur. Parce qu'il avait une petite perte d'explosivité, de mobilité, etc. Globalement, c'est un joueur positif qui aura des minutes en playoff. Après, oui, il est moins important que lors des années précédentes. Déjà parce que le roster est bien meilleur. Mais c'est vrai que les années d'avant, il jouait une vingtaine de minutes.
Là, Kenrich cette année, c'est 15 minutes, et en playoff, on verra le temps de jeu qu'il aura. Ça dépendra d'à quel point OKC jouera du small ball en fait. Parce que si OKC a besoin de jouer grand, il jouera 4. Et à voir à ce moment-là comment ça s'articulera. S'il a besoin de jouer small ball, là c'est vrai qu'au niveau option derrière Chet, on n'a pas grand-chose. Hormis Kenrich, donc il aura plus de minutes. Mais globalement, c'est quand même un joueur assez positif, même si moins impactant, parce qu'il est à droit, parce qu'il défend toujours pas mal, et qu'il fait des bonnes lectures. Moi, je sais pas. J'ai Ouais, j'ai eu, non. j'ai eu du mal à le noter, moi. Je t'avoue, je lui ai mis 13, mais c'est un peu les mêmes choses que toi, vu nos barèmes. Début de saison vraiment moyen, et effectivement, il monte en puissance ces derniers temps. On retrouve un peu du Kenrich qui plante de loin, qui va mettre son petit lay-up, qui va sanctionner un close-out, qui va prendre un rebond off. Un peu un chouïa plus vicieux aussi. On retrouve un peu ce côté vicieux. Après, est-ce qu'il a vraiment plus que 15 minutes dans les pattes, notamment en playoff? Je suis pas si sûr que ça, hein, Ah, parce c'est ça le que, problème. parce que si physiquement, effectivement, ça va mieux, tu dis, il va mieux au contre, etc. Et ça se voit, on est moins sur. Qui c'est qui l'a appelé comme ça, le vieux père, l'autre fois, ça m'a fait beaucoup fait rire. C'est moi. C'est toi, c'était vraiment ça. Et là, je trouve que physiquement, ça va bien mieux. Peut-être que son dos le laisse un peu plus tranquille, enfin, à voir. Je sais pas combien de minutes il y a dans les pattes. Par contre, dans sa polyvalence, encore une fois, peut-être qu'il pourra t'aider sur pas mal de choses. Jouer avec Chet, on en avait parlé l'autre fois avec Constant. Jouer small ball. Ouais, mais je le trouve mieux globalement, mais sa saison n'est pas archi satisfaisante, quoi. Ça fait je ne sais combien de temps qu'on dit, quand on retourne en playoff, on attend de voir Kenrich et tout, il sera trop bien. En fait, c'est le même joueur, c'est d'autres joueurs qui apportent plus que lui, quoi. On ne sait plus. C'est le truc qui ne sera jamais confirmé. Mais non, après, il aura quand même une importance, je pense, ce qui est le principal. Mais il est moins vital qu'à certains moments et il est moins impactant quand même, tu vois. Donc je peux pas lui mettre une très grande note sur sa saison. Après, vu la montée en puissance, pourquoi pas? Pourquoi pas sur le début de playoff? 12. 12 avec Kenrich. Parce que le début de saison était quand même vraiment infect. euh, où tu sentais qu'il avait perdu de l'explosivité. Enfin, il se faisait contrer sur des lay-ups alors que Hmm. son vis-à-vis avait 4 mètres de retard. Enfin, c'était dur. Mais en même temps, on l'utilisait dans un rôle qui n'était pas non plus optimal après sa blessure. C'est-à-dire que l'an dernier, en backup pivot, en tout cas en small ball 5, ça marchait très bien. Comme là, il a un peu perdu en verticalité, en explosivité, ça marchait plus en tant que backup 5. Et c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Finalement, quand tu retrouves les minutes avec Chet, il est très bon. Je trouve que là, sur la seconde partie de saison, il a un peu retrouvé de l'impact, que ce soit défensif, que ce soit en rebond. Au playmaking, c'est dur parce qu'il y a plus de joueurs qui portent la balle, donc il est moins, ça se voit moins, on va dire, que les années passées. Mais non, moi, je trouve que c'est un joueur fiable en playoff. Je pense comme vous que on va arriver dans des situations où dès le premier tour, son niveau va le limiter très rapidement au niveau des minutes, c'est-à-dire que je ne vois pas forcément dépasser son temps de jeu annuel, à savoir 15 minutes. Je pense que même si une série venait à être longue, c'est peut-être un joueur qui pourrait être coupé carrément. Même s'il te faut quand même des ailiers à un moment, on va pas Hmm. déconner, mais il pourrait avoir son temps de jeu coupé. Même si honnêtement, sur ce qu'il montre récemment, je le préfère à Gordon Hayward, hein. Je préfère avoir Ah oui, totalement. Henrich dans la rotation de playoff que d'avoir Gordon Hayward. Mais voilà, c'est 12, c'est satisfaisant. Je crois 11 ou 12, c'est entre les deux. Parce que le début est vraiment pas ouf. Mais la fin, il y a un petit espoir et je me dis peut-être qu'il va arriver finalement en forme pour les playoffs et pour livrer ses meilleures performances peut-être de la saison. On espère. Je sais pas si je mets plus de minutes qu'Eward, ça dépend peut-être du match-up et de ce qu'ils produisent tous les deux. Je sais Ouais, pas. faut voir. Mais Hayward, faut voir l'utilité. En fait, Kenrich, c'est surtout ce côté small ball 5. En fait, si tu as besoin de switcher là-dessus ou Hmm. d'apporter de la taille, c'est quand même plus viable, je trouve, qu'Hayward. Donc, Non, c'est sûr. Ouais, j'ai peur que ça tienne plus. Ça tienne plus. Voilà, et puis là, en fonction des match-up, peu importe le pivot, en fait, si tu mets Kenrich sur Small Ball 5, ça va être dur. Ça va être très dur. Hmm, hmm, hmm. ouais. Je Ça suis peut d'accord. espacer le terrain. Faut voir ce qui va être fait. Mais il a plus de possibilités d'être utile dans un rôle important pour le Thunder, dans les rotations, etc., que Gordon Hayward, je trouve. Ouais. Hmm. Peut-être, ouais. Hmm. Messieurs, on a été assez long, il est très tard, il y a encore du monde, mais on va arrêter là. Merci beaucoup pour ce Il petit manque la bilan. meilleure note, Pierre. De qui ça? Il manque la meilleure note. Mark Denault. Ah, mais on fait pas Mark Denault d'habitude, si.
m'en fiche, on fait quand même. Bah, 19 sur 20. franchement, Là, le coach of the year, là, il peut faire de la place. Là. Il peut Voilà. commencer à nettoyer crack. son étagère parce que là, le coach of the year, c'est pour lui. Hein. La saison de Mark Daigneault, parce que oui, il y a les joueurs, mais ce qu'a fait Mark Daigneault et son staff aussi, hein, faut pas l'oublier, parce que les challenges, c'est pas que lui. La saison, elle est dantesque. Et non, coach of franchement, the year mérité. j'espère que ça se C'est confirmera en bluffant. playoff. Hein. J'ai hâte de le voir en playoff ce qu'il va proposer. Franchement, ouais. On reviendra sur Marc Desnaux peut-être plus Sérénité tard, à mais toute épreuve. Hein. ouais, incroyable. J'avais envie de lui dire, mais assis-toi, Marc, sur le dernier match, là, reste assis tranquille une fois, machin. Non, non. Bah les Ah, il couilles. plisse les yeux, il mâche son Il chewing-gum. il crie, Ça vas-y, va. annonce Tous ça. des gestes extrêmes hein, comme ça. Incroyable. Franchement, je pense qu'il a une espèce de Ah, il code est qui est très en fort. train de monter autour de la ligue, auprès des joueurs, auprès de n'importe qui. C'est assez incroyable. Bah, il était deuxième du coach of the year l'an dernier et il va probablement être coach de l'année cette année. J'espère. C'est Et il y a 2 ans, ils n'avaient pas mis le bon prénom dans le bulletin officiel pour voter, ils avaient mis Mike. Mike Daigneault. Ouais. Donc le mec est passé de on Incroyable. connaît pas son prénom par les instances officielles à coach of the year. Ah, mais Ça quand montre LeBron bien parle le de toi dans son parcours de mec. podcast, c'est bon, tu vois, t'as tout gagné. Ouais. Non, non, mais t'as raison, on en reparlera, effectivement, Marc Desnault mérite peut-être la meilleure note de tout ce groupe-là. Mais du coup, en attendant les playoffs, ça me tenait à cœur de revenir un peu sur la saison individuelle de chaque joueur. N'hésitez pas vous aussi à donner vos notes en commentaire partout. Et puis avant les playoffs, suivez-nous, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Twitch, etc. On va essayer de revenir avec plein de contenu pour vivre ça à fond. On est enfin de retour en playoffs, on est first seed, on a gagné la division sûrement la plus difficile de la NBA d'ailleurs, faut quand même me l'avouer. Bah oui, First le seed top avec 3, ouais. littéralement le top 3 de l'Ouest, c'est le top 3 de la division. Donc vraiment une saison dantesque pour OKC et on espère qu'elle ne va pas s'arrêter là. Donc merci à tous de votre soutien, notamment en cette heure tardive, vous étiez nombreux. Et puis du coup, on se retrouve très vite pour plein de contenu. On a un peu de repos avant le début des playoffs et avant notre prochaine, notre preview, parce qu'il faut attendre de savoir qui est 8ème. Mais ça va vite être là, vous inquiétez pas. Et puis bonne soirée à tous, bonne nuit, salut.